Vendredi 26 septembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie que je reçois nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est le champion de F 2000 et heureusement, grâce à la pluie aujourd'hui, ben, il a eu du temps pour nous, pour venir s'asseoir, discuter de Formule 1 parce que il n'y avait pas de F4 aujourd'hui, Jean-Christophe Tran. Non, il n'y avait pas d'F4 au circuit Mont-Tremblant. Annulé à cause de la pluie, donc pas de coaching pour moi. J'ai tout mon temps pour vous et ça me fait plaisir. Ça aurait été compliqué sinon, essayer de revenir à temps à mon casque d'écoute avec le bon son et vous parler, mais ça fait un grand plaisir d'être là. Comme toujours, j'espère que vous aussi. Explique-moi là, comment ça fonctionne qu'on forme nos pilotes de demain, mais pas dans la pluie. C'est-tu toujours comme ça? Ou je veux pas te mettre dans le trouble, là, mais c'est juste. Je me Oh demandais là ça, là. cette question-là, quand j'ai su cette nouvelle-là aujourd'hui que ça avait été cancellé à cause de la pluie. Non, c'est une bonne question. Donc, c'est sûr que ça revenait à moi. J'aurais trouvé qu'au contraire, ça aurait été même un meilleur choix, là. Mais moi-même, mes premiers tours dans une voiture de course, c'était à la pluie au circuit Mont-Tremblant dans une formule. Donc, ma suggestion était passée, ça n'a pas été retenu au conseil, donc je me tourne les pouces jusqu'à temps que je peux faire le podcast avec vous. Ouais, c'est ça, en attendant. Fait que, mais pour l'instant, comme tu dis, c'est pas toujours comme ça, mais là, la décision a été prise aujourd'hui, comme ça qu'il y aurait pas il y a pas de cours pour les jeunes qui veulent apprendre en F4. Parce que c'est ça que tu fais, dans le fond, t'es formateur pour les gens faut qu'ils se payent des heures, et quelqu'un qui paye des heures pour eux autres, puis après ça, c'est juste pour, dans le fond, pour essayer d'accumuler du bagage ou de se faire voir. Non, entre autres, exact. En fait, c'est des services de une personne à un pilote qui louait une voiture à l'équipe Doran Motorsports Group, là, qui est François Doran, c'est un Québécois, mais qui opère aux États-Unis et il est maintenant basé à Mont-Tremblant. Il m'avait demandé mes services pour la journée. Donc, c'est simplement remis, partie remise, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK, je comprends. Et de l'autre côté, eh bien, il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Il est avec nous à tous les lundis, suivant les week-ends de course, normalement, pour décortiquer les Grands Prix. Vous le connaissez bien, Kevin Fontaine. Comment ça va? Monsieur Simon, messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour discuter Formule 1. Ouais, ça va être un plaisir aujourd'hui. On a des beaux sujets, c'est le fun. C'est toujours Ben oui. c'est un peu plus tranquille l'actualité, mais des fois, ça nous donne le temps justement d'aller sous Mhm. d'autres angles. C'est toujours le fun pour ça. Et je parlais des journées du lundi, retour sur les Grands Prix. Ben lui, il se fait longtemps qu'il fait ça parce que avant, dans son autre vie, il mettait la table aussi. Mais là, il met la table pour des Grands Prix aujourd'hui. On lui demandera pas ce qu'il préfère, mettre la table pour les grands restaurants ou mettre la table pour les Grands Prix. Mais François Goulet, que vous reconnaissez aussi, si vous allez reconnaître sa voix, parce que vous l'entendez avec nous autres, là, à toutes les votre guides, il est là. Et il est là aussi avec nos épisodes entre deux courses, là. Ouais, ben moi, je suis déçu, là. Il n'y a pas de course sous la pluie, puis on sait que je suis un grand fan, fait que je suis un peu boubou, fait que je vais faire la baboune pendant le restant du podcast, fait que je vous laisse, je vous écoute. Ben, si jamais, ben là, on se dit, là, on va pouvoir le dire, mais si on se demande pourquoi les pilotes de Formule 1 courent pas sous la pluie, ben, si, si on arrête de les former en F4 sous la pluie, ben, on peut pas, ça part peut-être de là le problème C'est un aussi. sujet un jour qu'on devrait peut-être réaborder, le fait que, tu sais, on a des pneus hyper formants pour la pluie, mais c'est toujours la visibilité à cause des projections qui vient Mhm. gâcher ça. Mais je peux comprendre pour Jean-Christophe, mettons qu'un apprenti peut-être n'ait pas encore le gut sous le confort d'aller sur une chaussée mouillée, tout dépendant aussi de l'intensité de la pluie, parce que faut pas oublier que s'il fait un accident avec sa voiture, il se peut que ça lui coûte beaucoup plus cher que sa pure séance. C'est Non, pour c'est ça que, sûr. c'est pour ça que normalement, ces pratiques-là on fait ça dès le go-kart, là. Tu sais, on le voit Mhm. aujourd'hui avec les pilotes qui sont en F1, les Max Verstappen de ce monde, ou même Fernando Alonso a plusieurs histoires de go-kart quand il était jeune. Ses parents pouvaient pas lui payer des pneus pour la pluie. Fait que c'est comme ça qu'il a appris, là, puis ça a porté fruit pour plus tard. On a Lewis Hamilton aussi qui est un bon pilote sur Mhm. la pluie. De plus en plus, on l'envoie comme ça, mais c'est sûr que tu peux pas, tu te formes pas dans les courses ou avec les grandes formules parce qu'il y a des cours alliés à ça. Mais c'est sûr que dès le go-kart ou en Formule 4, ça peut être un peu
plus compliqué, là. Mais oui, les pneus de pluie, ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui pourrait revenir, j'ai l'impression que ça va revenir dans l'actualité, ça va se faire tout seul, mais on pourrait revenir là-dessus parce que c'est sûr que le fait que Pirelli fait des pneus qui vont pas dans les enveloppes chauffantes, que les pilotes veulent pas les utiliser, ben ça, c'est ce qui cause pas mal de problèmes, qui suscite bien des discussions dans les dernières années, là, que c'est pour ça qu'on va pas là-dessus. Puis il y a l'effet de sol aussi, François. Moi, c'était ma Mhm. peur quand on avait apporté ça. C'est C'est vrai. sûr que on a des canaux qui sont là pour le vent, mais quand il Ah ouais. pleut puis que tu ramasses des litres et des litres d'eau, bien c'est sûr qu'il y a pas rien il y a pas de système intelligent qui dit ah ben nous autres ça ce canal-là d'effet de sol est fait seulement pour l'air et ne peut pas faire voyager de l'eau à votre adversaire à l'arrière, ça fonctionne pas comme ça. C'est Mm. pour ça que ça aussi ça aide pas non plus l'effet de sol depuis qu'on a mis ça. Mais je m'attendais pas à parler de pluie aujourd'hui, même s'il y en a eu toute la journée, puisqu'on enregistre le jeudi pour les auditeurs, pas de cachette, là, ils savent bien si on veut donner ça tôt le vendredi matin, donc c'est commencé, on fait ça le jeudi. Mais oui, ça a été une journée de pluie, donc c'est peut-être pour ça que c'est dans notre sujet de conversation, c'est venu comme ça. François, ça va peut-être te dire quelque chose parce que avant qu'on parle des différents sujets, là, parce que aujourd'hui, on a pour nos auditeurs, bien sûr, on va parler de Orange Papaye en masse, on va parler de Oscar Piastri, Lando Norris le week-end qu'on vient d'avoir. Est-ce que Max Verstappen est de retour dans la course au championnat? On va parler de Lewis Hamilton, la situation avec Charles Leclerc. On va parler aussi des candidats pour Alpine, les candidats pour Racing Bulls, ces deux écuries qui n'ont pas confirmé des pilotes pour l'an prochain. Donc, tous ces sujets-là. Mais avant, il y a une nouvelle qui est sortie dans les dernières semaines, puis on faut le rappeler à nos auditeurs parce que moi je trouve ça trippant, puis je trouve ça sharp à l'os. Je sais pas où si tu vois où ce que je veux en venir, Ouais, ouais, François. je pense que c'était l'arrivée de Norrois CVC Ben exactement, comme c'est ça. commanditaire du F1 Podcast. Je Je pensais que suis aux nouvelles. je pensais que tu allais continuer avec Sharp à l'os, complètement trippant, puis c'est vraiment Ah! Ah! J'ai manqué une belle occasion. Oh mon J'étais Dieu. sûr qu'elle allait embarquer là-dedans. Je me dis Kevin puis JC, je suis pas certain, mais je dis François Watatata, Ouais. ça doit être de son temps. Puis, Epic fail, comme on dit. Oh. Mais j'ai quand même dit la vraie raison. la vraie Le raison, ben oui, commanditaire. Oui. exactement. L'entreprise Sharp, en partenariat avec son distributeur officiel au Québec, Norrois CVC, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure du F1 Podcast. Pour les gens qui ne connaissent pas l'entreprise et qui ne connaissent pas l'entreprise Sharp, et oui, c'est une compagnie internationale, mais dans le domaine du HVAC, on vous permet, par l'achat de leur machinerie, d'avoir accès aux meilleures subventions du gouvernement, mais aussi de faire des économies directement sur votre facture. Et ici au Québec, il faut faire affaire avec Norrois CVC qui, eux, de l'autre côté, vous offre un service 5 étoiles. Donc, il n'y a pas grand-chose là, pour pas vous motiver à faire affaire avec Norrois CVC. Et parlant de 5 étoiles, eh bien, nos amis de Descoeurs Incorporés, bien, sont toujours dans l'aventure du F1 Podcast. Ça nous fait plaisir de les avoir depuis le début de la saison. Eh bien, eux, ils sont des spécialistes dans le domaine des escaliers, la conception, en construire une nouvelle, mais aussi en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. De Laval à Tremblant, ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Les gars, je le disais, dans les sujets, j'ai décidé de commencer avec ça. Des fois, je lance la petite balle courbe, on lance le sujet un peu plus loin. Ça a suscité beaucoup de discussions. Les auditeurs du F1 Podcast ont été nombreux à nous écrire pour nous partager leur opinion sur le sujet. Avec Kevin, je me suis prononcé aussi. Je suis allé un peu plus loin sur le sujet Lando Norris. Ça aussi, ça a fait... c'est venu susciter des réactions des gens, puis c'est toujours le fun. Toujours poli. En plus, on a des bons auditeurs, donc c'est toujours le fun de discuter avec ça. Avant qu'on tombe là-dedans, on a nos pilotes. François, tu t'es pas prononcé là-dessus. Jean-Christophe non plus. Je commence avec toi, JC. Le week-end dernier, Oscar Piastri, est-ce que c'est complètement les nerfs qui ont lâché, la pression du championnat du monde, ou puis un peu de surprendre avec ce qui s'est passé aussi dans la course en Italie où on a demandé de redonner la place à Lando Norris. C'est quoi, d'après toi, là, que c'est arrivé? Je veux pas que tu te transformes en Doc Guimond puis en psychologue sportif, mais je veux dire, c'est assez de te mettre un peu dans la tête d'un pilote. Si tu étais à la place d'Oscar Piastri, tu penses-tu que c'est les nerfs ou un week-end comme ça arrive où ce que la chaîne a débarque, puis après ça, ben, elle rembarque pas. Non, exact. C'est vraiment le cas pour Oscar Piastri. C'est le cas classique de boule de neige, de pratique en qualif, en course, vraiment, où est-ce que tu essaies d'aller tapis où tu gardes après ça tes chances et tu prends pas de chance. Lui, il est allé tapis à chaque fois. Un all-in, comme on dit. Mhm. Et il prenait 2 fois plus de risques pour compenser pour sa dernière erreur et en fait, ça lui a coûté très cher à la fin du week-end. Puis c'est juste un bel aveu à tout le reste de sa saison. Comment est-ce que, puis les 3 autres saisons, les 44 Grands Prix Ouais. consécutifs qu'il a pu avoir avant d'avoir un autre gros week-end très mauvais au dernier week-end.
Et c'est surprenant. C'est tellement qu'on peut pas, on s'en consterne, on peut pas vraiment réaliser que Oscar Piastri, il a en dedans de lui de faire des week-ends vraiment comme ça, où est-ce que tout va mal, il peut jamais le rattraper, il peut jamais reprendre le dessus sur son rythme, sur son état d'âme, vraiment. Et ça a paru plus que n'importe quel autre week-end, je crois, de sa carrière, vraiment. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment rien pour expliquer autre que c'est une question de probabilité, où est-ce que tu peux pas avoir 44 Grands Prix consécutifs, il n'y a pas un de ces Grands Prix-là où est-ce que tu fais pas une ou deux erreurs monumentales dans, en gardant en perspective le reste de sa carrière. Donc, ça arrive et il y a la pression à son comble, en plus de ça avec le championnat. Donc, vraiment, je suis pas surpris. C'est sûr, un petit peu déçu, mais pas surpris. Tu as bien de le mentionner, c'est une série de 44 Grands Prix où ce qu'il a terminé, 34 consécutifs où ce qu'il a terminé dans les points. On l'oublie, hein, on a tendance, parce que c'est seulement sa troisième saison en carrière, Oscar Piastri. C'est quasiment un... Ben, il se comporte comme un vétéran, donc on a tendance à y croire. Sauf que j'ai envie de dire qu'en fin de semaine, ça nous a rappelé que c'est quand même un gars qui est encore en apprentissage. C'est un gars qui apprend aussi à être à la tête d'un championnat du monde. C'est un gars qui apprend aussi comment sécuriser un championnat constructeur pour une écurie, parce que c'est ce qu'on voulait faire, probablement. La mission de base pour l'équipe McLaren en fin de semaine, c'était sûrement ça. Lorsque tu vois les trois erreurs consécutives, parce que à son dernier tour de qualification, ensuite, après ça, bien sûr, il a eu le tour pour emmener la voiture, mais le tour de chauffe aussi. Mais après ça, rate son départ, vole le départ plutôt, puis fait une autre collision. Donc, c'est trois erreurs consécutives. Il nous a pas habitués à ça. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de calibre de champion du monde, parce que oui, les pilotes peuvent faire des erreurs, mais ils peuvent aussi continuer d'apprendre. Puis je pense que c'est ce que Piastri a fait. L'important, tu me diras si je me trompe, Jean-Christophe, c'est pas nécessairement le week-end qu'ils viennent de connaître, c'est probablement le prochain. C'est de voir comment il va rebondir à Singapour. C'est pas le meilleur endroit aussi pour ne pas faire d'erreur, parce que c'est un circuit qui pardonne pas. C'est un circuit qui demande de prendre des risques, c'est un circuit qui demande d'être en confiance. Et là, je trouve que ça va être le meilleur test possible pour Oscar Piastri pour voir à quel point ce genre de performance-là l'a affecté. Moi, je serais vraiment surpris qu'il sorte pas fort à Singapour. Pour moi, ça serait vraiment, comme je l'ai dit, une surprise, parce que je m'attends à ce que justement Oscar Piastri ne se laisse pas affecter par ce genre de détails-là. Es-tu d'accord avec ça, toi, que c'est vraiment à Singapour qu'on va être capable de voir l'impact de ce week-end-là sur lui, là? 100%. Vraiment, lui a montré des fois même peut-être des petites contre-performances, mais il était toujours bon pour revenir deux fois plus fort après et il nous l'a montré. Donc là, c'est son test ultime. Je pense, ben, officiellement, il n'a jamais eu un aussi mauvais week-end que ça de sa carrière. Ah, je me rappelle pas, non, c'est ça. Non, c'est Puis, ça, puis je la peux pas me dernière erreur, souvenir, là. là, Jean-Christophe, sa dernière erreur répertoriée, là, si tu me dis si je me trompe, hein, on a parlé avec Kevin dimanche, là, puis ça semblait aller dans le même sens. C'est Australie. C'est vraiment erreur qu'il a Oui. dû payer. Tu sais, Australie, là, avec la pluie, changement de conditions. Je me rappelle pas si c'est une relance derrière la voiture de sécurité. C'est quand même le premier Grand Prix de la saison. Mais il s'est passé quelque chose qui a raté le tournant. Finalement, il a remonté là, avec un dépassement spectaculaire sur Hamilton vers la fin. Mais c'est la dernière erreur que moi j'ai de ton côté. Je sais pas si tu te rappelles de quoi. François, t'as-tu une autre Mhm. erreur de Ben, Piastri en tête? pas, non pas à cette hauteur-là, mais pour noter pour l'Australie, lui et Norris étaient sortis en même temps, hein. C'était au moment que les conditions changeaient. C'est juste Oui. il l'a eu un peu plus dur Ouais, il était allé dans que le Norris gazon, rendu lui. là. Ouais, Donc, ça lui c'est a ça. coûté un peu plus cher. Mais c'est vraiment les conditions changeantes là, qui les ont Mhm. piégés tous les deux. C'est vraiment qu'il l'a payé double ou triple. Toi, t'as trouvé ça comment, de ton côté, François? Ben, je suis Tu sais, très pas assez. étonné, là. Ouais, étonné, parce que tu sais, ces gars-là sont tellement bons, les pilotes d'F1. Il y en a toujours certains, là, des exceptions qui nous rappellent Mhm. qu'ils sont humains, là, qui Ouais. font une erreur à toutes les deux. Ouais, ouais, ça, il y en a quelques-uns Il y en a comme ça, là, quelques-uns, c'est ça. Ils veulent nous montrer qui que. ont des noms avec des syllabes qui suivent, là. Je vais le nommer Mais, tantôt. Je vais le nommer ouais, c'est tantôt. ça. Mais Non. en gros, oui, ben, j'ai été étonné que ça arrive autant que ça. Tu sais, Mhm. qu'il y ait un accident, ça, j'ai pas été étonné parce qu'au nombre qu'il y en a eu, puis d'ailleurs, on en a parlé un peu pendant le guide, pendant les essais libres, il y en a eu beaucoup quand même de gens Oui. qui ont été tapés le mur. C'est que Piastri, sachant qu'il a gagné l'année dernière, moi, je pensais qu'il était vraiment confortable avec le circuit. Je pense pas qu'il le soit pas, en fait. C'est juste qu'il s'est peut-être fait avoir un petit peu par les conditions qui étaient un peu pires que les autres années, hein. Le vent avait l'air d'affecter beaucoup plus les pilotes que les années précédentes. Le vent était changeant. Puis, évidemment, ben là, pour ce qui est de la pression, je ne sais pas à quel point il peut la ressentir parce que il est quand même
sais, confortablement, il y avait une avance confortable, il la Mhm. gérait bien. C'est quand même un pilote qui a remporté d'autres championnats avant. C'est sûr que là, c'est le championnat le plus prestigieux, donc ça peut peut-être l'affecter davantage, mais j'ai vraiment été surpris que euh, il y a eu des soucis en essai libre. En qualif, ben là, ça a été la cata. Puis le faux départ, ça m'a complètement scotché. Puis évidemment, le fameux crash au premier tour, là, c'était la cerise sur le Sunday, comme on dit. Puis vraiment, j'ai été surpris, là. Je me demande dans quel état d'âme il était parce que c'est le seul pilote qui a rentré dans le mur de cette façon-là, là, qui s'est fait avoir. Donc, vraiment, j'ose croire qu'il va rebondir, oui, parce que c'est son genre. C'est un gars quand même fort mentalement. Puis surtout que la pression est moins forte qu'elle aurait dû l'être à cause de ce qui s'est passé avec Norris, c'est-à-dire une performance plutôt monotone. J'ai deux choses pour toi Ouais. par rapport à ça avant qu'on suive avec Kevin. Tu mentionnais dans votre guide, dans les dernières semaines, on a échangé là-dessus beaucoup, que tu fais de plus en plus d'analyses sur Max Verstappen. Tu Mhm. découvres encore le pilote, il y a des choses qui te fascinent chez lui. Ouais. Il y avait des statistiques qui montraient que dans le tour de qualification, virage 1, Verstappen a pris la même vitesse, freiné au même endroit relativement que le reste du week-end. Ensuite, virage 2, même chose, même statistique, ça change pas. Virage 3, ça a attiré l'attention des personnes qui regardent ces types de statistiques-là parce que Mhm. il y a vraiment il a vu quelque chose, en tout cas, où il a freiné avant, puis il a géré, tu sais, il a transporté moins de vitesse avec lui dans le virage, là. Donc après ça, il Mhm. est plus prudent. Piastri, par contre, de son côté, c'est tout le contraire. Virage 1, c'était la même vitesse, virage 2, c'était la même vitesse, même virage 3, il en a emmené un petit peu plus, probablement le momentum qui emmenait ailleurs, finalement, ça a été le dérapage. Donc encore là, je sais pas si ça va attirer ton attention, mais un peu dans le type d'analyse que tu fais, Verstappen a été rapide, a vu quelque chose par l'expérience, par son IQ de pilote, puis tout ça. Ça, c'est quelque chose quand même d'impressionnant à savoir quand on regarde ces statistiques-là. Du côté de Piastri, moi, ce qui m'a étonné, c'est pas nécessairement l'accident en qualification. Ça arrive, tu pousses. Moi, ce qui m'est arrivé et ce qui m'a surpris, c'est la deuxième, celle en course, parce que c'était pas du tout la trajectoire. C'était Mhm. pas du tout la. Tu sais, admettons, je m'imagine en train de regarder une course de simulation en ligne avec vous ou des choses comme ça, ou même une course normale, tu vois un gars faire ça, tu t'attends pas que c'est ce gars-là qui est présentement en bataille pour le championnat du monde. Tu fais comme, oh, wow, ce gars-là, il l'a manqué pas à peu près, ce virage-là. Je sais pas si tu as eu la même perception de ton côté, François, mais c'était un point de corde complètement raté. Il n'y avait aucune chance de tourner cette voiture-là, pas en qualif, là, mais en course. Ça avait l'air ben, c'est sûr, ça avait l'air d'une erreur de débutant. Mhm. Là, à savoir, tu sais, je suis pas sûr qu'il a la même analyse, comme tu dis, que Verstappen pourrait l'avoir là, sur l'événement que tu as relaté. D'ailleurs, tu l'avais soulevé, cet événement-là. Je me demande si c'était pas. Je me rappelle plus si c'était avec moi ou si c'était dans le podcast avec Kevin lundi, mais tu en as parlé Ouais, parce que si je l'ai de fait ça. avec toi, je l'ai fait avant que ça arrive. Fait que je vais dire, d'après moi, si je l'ai fait OK, dans le tu l'as fait podcast, lundi, fait que ouais, c'est ça. lundi, ouais. Puis, au même titre, Albon s'est fait avoir avec ça parce Oui. que, un moment donné, il y a eu un vent de face, puis ça l'a fait freiner plus vite qu'il l'aurait cru. Puis, à cause de ça, il a accroché un petit peu le mur à l'intérieur. Donc, c'est clair qu'à quelque part, il y a une façon, Verstappen, une façon d'analyser qui le rend des fois un petit peu plus apte à négocier avec les conditions changeantes. Malheureusement, Piastri n'a pas pu se composer avec ça et en même temps, il a peut-être été distrait là, parce qu'il rentrait tellement vite. Là. J'ai vraiment de la misère à comprendre qu'est-ce qui est arrivé là. Ouais. Mais écoute, d'après moi, il va rebondir. C'est vraiment que les dommages ont été minimes là, pour lui au championnat. Fait que, Oui. on va oublier ça, mais c'est sûr qu'on va s'en rappeler l'année prochaine au prochain Grand Prix de Bakou. Ça va être intéressant de voir. Là, on va se rappeler les événements parce que ça a été quand même un Grand Prix même s'il n'y a pas eu 1 million de dépassements, ça a été une fin de semaine, on va dire, qui a été haute en émotion et en surprise. Donc, on va s'en rappeler longtemps de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan-là. Puis c'est quand même le Grand Prix, c'est quand même lui, Oscar Piastri, qui avait gagné Azerbaïdjan la Ben saison. oui, c'est ça. Il C'est sortait pas, tu sais, il était gagnant l'année dernière. Fait C'est qu'on pas n'aurait comme pas. si c'est un endroit qui est pas bon ou qui comprend pas ou qui maîtrise pas. C'est quand même, il a déjà gagné là. Tout à fait. Ton côté, Kevin, je sais que tu t'es déjà prononcé un peu là-dessus. On a Mhm. parlé lundi ensemble. J'ai envie de t'emmener ailleurs parce que je sais que Piastri était resté surpris. Moi aussi, c'est pas un gars qui nous a habitués à ça. C'est un jeune. Mhm. Moi, je l'appelle déjà un vétéran là. Il se comporte comme ça. Euh, Mhm. mais ton côté sur l'impact de sur l'impact de McLaren, mais sur l'impact du championnat. euh,
qu'est-ce que ça va avoir sur Piastri, là? Est-ce que tu penses qu'à cause de ça, il va vouloir faire du rattrapage, il va vouloir, tu sais, c'est-tu le mauvais départ, l'erreur qu'il a faite à cause de ça qui a causé, qu'il voulait absolument rattraper des positions? C'est quoi qui a joué là-dedans pour toi? Puis c'est quoi l'impact que ça va avoir sur McLaren? Est-ce que tu penses que ça va changer un peu leur vision pour le reste de la saison, là? Je te dirais, Martin, que à la position à laquelle Piastri était positionné au départ, il avait du rattrapage à faire. Donc, il partait neuvième. Il voyait son coéquipier Norris devant lui et en plus, un certain Max Verstappen qui partait en pole. Donc là, non, pas Norris, mais Piastri, peut-être, moi, je dis peut-être que les nerfs ont lâché un peu. Peut-être qu'il voulait trop en faire. Il voulait se rattraper Mhm. pour son erreur du samedi. Et, et là, il voit ça. Et là, il manque son départ. Et là, ah, maudine, là, il faut que je me rattrape. Et là, il voit tout le monde lui passer sous le nez. Et là, après ça, il commet l'erreur fatale par la suite au premier tour. Donc, moi, d'après moi, il a trop cherché à rattraper son retard. Et après ça, ben, ça s'est terminé dans le mur. Euh, pour en arriver à la suite, Martin, euh, je pense que Piastri va être capable de rebondir, comme vous l'avez dit. Singapour, c'est pas un circuit qui est facile. On s'entend, c'est un circuit qui est très, très exigeant. Mais j'ai l'impression que Piastri va être capable de remonter ça aussi. Et il a un excellent manager en Mark Webber aussi. C'est un ancien pilote, donc c'est quelqu'un qui peut très bien le conseiller. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Oscar Piastri et tous les grands pilotes de l'histoire, Martin, là, on va nommer les Michael Schumacher, les Ayrton Senna, les Nelson Piquet, peu importe, ils ont tous fait des erreurs à un moment donné où c'était crucial. Et finalement, ils se sont repris et se sont devenus des champions du monde, là. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Oscar Piastri. Non, c'est ça. Puis à quel point il y a des gens il y a deux écoles de pensée. Comme quoi que McLaren aurait pas pu mieux faire en fin de semaine. Ça, c'est ce que Mhm. Lando Norris a essayé de vendre. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, là. Parce que la voiture, je t'attends qu'on commence à la mettre dans le mur. Ça allait bien, là, dans le classement, là. On Mhm. était où ce qu'on était, on était en rythme, Mhm. il y a personne qui se posait des questions. Oui, c'est sûr que pendant une séance d'essai libre, je me rappelle pas si c'est la EL1, on était au neuvième, dixième position à un certain endroit pour Piastri ou quelque chose comme ça. Mais pas de catastrophe nécessairement en rythme. Tu sais, en gros, Non. là, on n'était pas moins rapide que Williams et Racing Bulls en fin de semaine. Si nos pilotes gardent Mhm. la voiture en piste, je pense pas. euh, je pense qu'on était capable de viser un podium. À quel Ouais. point, toi, t'attribues tout ça au fait que, en fin de semaine, les McLaren n'étaient pas aussi vite, donc les pilotes n'ont pas pu se faire justice, donc c'est là qu'on voit vraiment leur vraie force. Ben écoute, moi je te dirais, Martin, qu'il y a toujours des circuits qui vont peut-être correspondre un petit peu mieux à une voiture qu'à un autre, mais globalement, la McLaren est tellement performante, c'est une voiture tellement, tellement formidable cette saison que je me demande pourquoi Norris, notamment, n'a pas été capable de remonter. Là, on va s'entendre, Piastri, c'était déjà terminé au premier tour, mais surtout Lando Norris, on a trouvé une performance très, je vais utiliser le mot beige, là, une Mm. performance très beige qui n'a pas été exceptionnelle et qui a vraiment peu, il a vraiment très, très peu comblé le retard par rapport à Oscar Piastri. Puis ça, c'est une grosse opportunité de manquer. On l'avait discuté, toi et moi. Grosse opportunité de manquer et j'ai hâte de voir ça au prochain Grand Prix. Là, la balle est dans le camp de McLaren parce que là, tout d'abord, on va chercher à gagner de cette constructeur. Ça va être chose faite, on s'entend tous en temps et lieu. Mais c'est surtout à voir par la suite comment est-ce que Piastri va réagir par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'il va nous sortir une bonne performance. C'est de voir aussi comment Lando Norris va rebondir parce que là, il sait que là, les courses commencent à diminuer, le nombre de courses commence à diminuer et là, il ne réussit pas à combler le retard. Et là, il y a un gaillard en arrière qui s'appelle Max Verstappen qui vient d'en gagner deux en ligne. Et là, on voit Red Bull commencer à être une bonne dynamique, surtout avec son pilote numéro un. Ça reste à voir. Et puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à Singapour parce que ça n'a pas été un terrain facile pour Red Bull dans les dernières années. Qui sait si Verstappen ne pourrait pas causer une surprise? Là, McLaren, l'année dernière, on s'en rappelle, on a gagné, je le disais, avec Oscar Piastri. Il y avait eu l'histoire de la fameuse aileron qui restait ouvert. Ouais, ouais. Là, finalement, on l'a plus. Euh, François, on parle souvent de hyper tendre. On aime ça, hein, les C6. As-tu remarqué, depuis qu'on a emmené les C6, Imola, qui a gagné à Imola? C'est Max Verstappen. On a utilisé les hyper tendres à Monaco. Monaco, ouais. Circuit, on peut pas dépasser, mais ça, c'est correct. C'est Norris qui l'a eu. On les a emmenés à Montréal. Ça a été Russell qui a gagné. On les a apportés ce week-end à Azerbaïdjan. Mhm. Et là, c'est Verstappen qui a gagné. Donc,
si on roulait plus souvent en hypertendre, ça se ferait peut-être pas l'affaire à McLaren. Ça semble causer problème lorsqu'on apporte une gomme différente ou qu'on décide d'aller un peu plus tendre avec les C6. Ben, je sais pas si c'est tant la gomme qu'aussi la particularité du circuit. Peut-être qu'avec un échantillonnage un peu plus vaste, on va en avoir le cœur net. Cette gomme-là, ben, tu sais que je l'aime pour une raison, c'est Ah, ben qu'elle c'est le amène fun, toujours ben un peu oui. d'incertitude, mais tu sais, Mhm. en même temps, des fois, tu sais, si, exemple, comme Hamilton disait que la meilleure gomme en fin de semaine, c'était la médium, bon, il y a eu une histoire avec ça. Fait que je te dis, Ben si la, ça, c'est ouais. étrange qu'ils disent ça parce que les deux qui sont partis en dur, c'est eux qui ont gagné. Non, mais mettons, Ouais. en qualif, exemple, là, si ta hyper tendre ne te sert pas à gagner la pole, à quoi va-t-elle te servir dans la fin de semaine? Ouais, une C'est ça relance la sur une voiture question. de sécurité. Ouais, c'est ça, là. Donc, faut, tu sais, parce que leur durée de vie est pas très longue, là. Ben, remarquez, à Bakou, c'est pas là non plus que les pneus se désagrègent le plus vite. Mais non, mais Mhm. quand même, tu sais, c'est pas une gomme qui a comme une vocation autre tu sais, que essaie de te donner un super tour, mais elle se défait tellement rapidement que l'équilibre est quand même fébrile avec cette gomme-là. Donc, on va voir avec les particularités des prochains circuits, là, un peu, là, si c'est la gomme ou si c'est la voiture, là, autour du circuit, pardon. Tu as parlé d'équilibre puis de fébrile, ben, ça lance bien mon prochain sujet sur Lando Norris. Ah, J'ai dit quelque chose dans l'enregistrement de lundi, de mhm. dimanche que les auditeurs ont pu entendre lundi. Mm, Ça fait longtemps que ça me tourne dans la tête, puis j'ai l'impression que Jean-Christophe va être de mon bord sur celle-là. Pour vous, je ne sais pas pour toi, François et Kevin. Mais Lando Norris, avec le week-end qu'il a connu, moi, j'ai pas envie qu'il soit le champion 2025. Rien de personnel avec lui, rien de personnel envers McLaren. C'est simplement que pour moi, dans l'idée que je me fais d'un champion du monde, c'est pas ça. C'est pas comment il se comporte. En fin de semaine, il l'a échappé complètement. À toutes les fois, mais sans m'ont dit, ah, il l'échappe. Mais je trouve qu'en fin de semaine, plus particulièrement, là, on répète les statistiques, c'est 44 grands prix que ton coéquipier ne l'a pas échappé. C'est 34 grands prix que ton coéquipier marque des points. Il t'ouvre la porte. Pas la porte, la petite d'en avant, là. Il t'ouvre les deux grandes portes de garage puis celle du côté puis tu réussis à rentrer dans le mur pareil. Tu passes pas dans le pas. Jean-Christophe, j'ai l'impression que t'es pas fâché après moi quand je dis ça. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Tu vas me dire, moi, ça fait longtemps que je te le dis, Martin. J'ai l'impression que c'est ça que tu vas dire. Non, ben oui, en fait. J'ai pas mal le même discours. Prends-le le crédit. Mais je dis pas que tu voulais pas qu'il soit champion, mais que tu crois pas t'as pas beaucoup tu crois pas beaucoup en Lando Norris, là, quand même. Ben, je vais la poser comme ça, la question. Il ne laisse pas beaucoup aux gens pour croire en lui. Oui, c'est Il vrai. y a tout le temps une ère de doute, une ère d'incertitude. Puis je comprends, c'est bon, l'incertitude et du doute envers soi-même jusqu'à un certain point. Tu dois montrer tes crocs à un moment donné. Tu dois montrer de quel bois tu te chauffes. Et Lando, reprise après reprise, n'est pas capable de le faire. Moi, j'ai peut-être un discours légèrement avant-gardiste. J'ai peut-être vu des signes avant-coureurs. Je ne vais pas prendre le crédit. Par Non, contre, je non, peux mais on dire te le que ça fait donne. longtemps. Te le Ok, donne, le d'abord. crédit, oui. Ok, mais je vais le prendre. Ben oui, d'abord, c'est sûr que à un certain point, ça fait longtemps que je le dis. Est-ce qu'au point où je dirais qu'il mériterait pas d'être champion? Non, parce que je trouve pas qu'avant maintenant, comme toi tu l'as réalisé, qu'il a vraiment pas été capable de prouver ou il ne donne pas le mérite de quelqu'un qui dit ben garde, peu importe ce qui arrive, moi je trouve qu'il soit il mérite d'être champion ou Fais ses preuves. il a Ouais. bien joué. Tu sais, Mhm. il a travaillé assez fort, mais des fois ça arrive pas. Non, Lando, si vraiment, encore une fois, je trouve beaucoup de ses victoires et de ses bons résultats, il faut carrément que quelqu'un lui vienne lui porter en main propre la victoire. Pas quelqu'un littéralement, je parle de la Ouais. vie doit lui porter. Tous les éléments doivent s'aligner pour qu'il ne trouve pas une manière de se tirer dans le pied, de faire une erreur. Même en qualif, encore une fois, c'était vraiment un cas de il avait juste à finir son tour. Probablement qu'il était facilement dans le top 5. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est pas très peu surprenant que ce soit Lando qui l'a fait aussi. Dernier virage avec la relance, le virage difficile, sensible au vent. Il va trop large sur le vibreur, amortit un petit peu son tour et tue son momentum et la relance jusqu'à la ligne droite. Puis dans toute la ligne droite jusqu'à à la ligne de départ arrivée. C'est encore une fois, c'est un autre exemple parmi tant d'autres où est-ce que ça arrive. Au point parce que je suis complètement désensibilisé. Ça fait partie de la routine Norris. Ce n'est pas une exception à la règle comme quelqu'un comme Piastri. Au contraire, pour quelqu'un qui est dans la F1 à un haut niveau depuis aussi longtemps que Lando est,
il n'y a absolument aucune excuse maintenant pour dire, pointer des doigts à dire ouais, mais tu sais, c'était pas facile ce week-end, ouais, mais on a maximisé ce qu'on avait. Non, Non, j'ai pas aimé ça, moi. Moi, j'ai pas aimé ça, c'est moi. vraiment, Mhm. vraiment, je vais dire, lâche. Mhm. Malheureusement, c'est vraiment dans un moment, encore une fois, si toutes les portes étaient ouvertes, là, la vie lui dit saute dedans à pieds joints. Tu as une opportunité de rattraper 25 points si tu gagnes la course sur 31 points. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'était difficile de passer, là, je suis pas capable. Aucune hargne, aucune crosse à serrer dans le cou de ses participants. Il y a absolument rien qui s'est passé. Lando complètement amorphe et exaspéré. C'est triste parce qu'il y a le potentiel, il y a tout le bon Dieu avec les opportunités qu'il a eues dans sa vie, lui a donné toutes les opportunités d'avoir le succès de Max Verstappen. Malheureusement, il n'est pas capable. C'est dommage, mais j'ai l'impression que ça va être l'histoire de Lando Norris de sa carrière à partir de maintenant, si c'est vraiment pour se consacrer comme un titre Oscar Piastri ou même Max Verstappen, ça sera encore pire. Donc, je, je vais, on n'a pas besoin de lancer de fleurs à Lando, on va juste lui lancer le pot. Genre, je vais arrêter je vais arrêter Non, d'en mais rajouter. mais écoute, il y a saison 1, j'avais fait un podcast, puis saison 2, j'utilisais le vocabulaire quand je parlais de Lando Norris, je disais qu'il était complaisant pour moi. Mhm. Je le trouvais trop complaisant. Je trouvais que il y a des week-ends, il arrivait, il disait, ah ben j'ai fini septième, la voiture c'est septième, puis on est septième, puis on est content, puis mais pas fâché de finir septième. Moi, c'était un contraste que je tirais avec ça d'un gars comme Max Verstappen ou d'un Lewis Hamilton ou d'un Fernando Alonso. Ces gars-là qui arrivent, qui sont conscients, sont pas caves, sont conscients de ben la voiture, j'ai probablement été chercher le potentiel, mais sont quand même fâchés que c'était juste ça le potentiel, ou sinon, si c'est eux qui se sont trompés Exact. ou eux qui ont fait une erreur, sont fâchés après leur performance de se dire, souvent j'entends les gens dire, ah, Lando est trop dur avec lui-même. Moi, je trouve que c'est le contraire. Des fois, je le trouve complaisant. Je trouve qu'il accepte facilement son sort. Peut-être que c'est bon, certains psychologues sportifs diraient, ah, ben, ça permet de tirer la ligne plus vite puis passer à d'autres choses. Sauf qu'on attend encore qu'il passe à d'autres choses. Ton côté, François, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu es en beau fusil après Martin Simon du F1 Podcast qui est allé dire, moi, pour ma part, je ne veux pas que Lando Norris soit le champion 2025. Il y a énormément d'auditeurs qui sont allés de mon côté, ben, de mon côté, de ce côté-là, dire, ah, moi aussi, je partage ça. Puis il y en a d'autres, Marc-Antoine Garand, qui a regardé ça d'une façon plus balancé. Lui, il disait, je comprends avec les erreurs qu'il fait Lando, mais s'il réussit à revenir, ça serait le fun d'avoir un champion du monde qui sort un peu champ gauche que plutôt d'avoir des dominations. Il faisait référence à Jenson Button. Par Mhm. contre, je trouve que la différence avec Jenson Button, c'est que il y avait une opportunité bien précise avec Brown GP qui s'est présenté à cette Mhm. écurie-là dans des situations particulières. Et Mhm. en début de saison, Ouais, Jenson Button, il y a un bon documentaire là-dessus, là. oui. On a vraiment compris que fallait empiler les points le plus vite possible parce que les autres écuries allaient sûrement nous rejoindre à un moment donné. Là. Ce beau conte de fées-là allait probablement arrêter. Puis c'est arrivé, à un moment donné, ça a basculé aussi. Mais pareil, si on fait la comparaison, Jenson Button ne se faisait pas battre par Barrichello. Il comprenait l'opportunité puis il Mhm. ramassait les points de son côté. Donc, il a gagné son championnat. C'est ce qui manque. Je trouve que la comparaison avec Button est le fun parce que je trouve que ça identifie bien ce qui manque à Lando Norris présentement. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Ben, l'histoire est quand même différente des Oui, deux oui, différent. côtés, Oui, mais non, non, je comprends. mais je suis Oui. quand même un peu du côté de. C'est Marc-Antoine Garant, t'as Oui, dit? Marc-Antoine, oui, OK, exactement. parce que oui, j'aimerais quand même que le championnat revire un peu de bord. Tu sais, Mhm. puis quand tu as dit ça dans le podcast avec Kevin, que tu sais, toi, tu le voulais pas, parce que je comprends que intrinsèquement, Lando Norris en ce moment ne présente pas le profil d'un champion Que moi, je dresse. méritant. C'est Comme, ça. ouais, puis, C'est tu sais, ça. puis je le comprends ça parce que, tu sais, on se disait au début de ben, mettons dans le début de saison, mettons Montréal, ce qui est arrivé. Ah, est-ce que ça va être ça, cet événement-là, qui va avoir fait basculer le championnat? Mhm. Là, après ça, il y a eu le moteur qui a sauté. Et là, cette fin de semaine, qui n'a pas pu prendre l'opportunité qui était grande ouverte. Donc, et tu te rappelles, vendredi, j'en ai parlé, j'ai fait, tu sais, en fin de semaine, c'est un circuit dangereux. Ça se peut qu'il arrive de quoi à Lando Norris, puis qu'il se plante, puis qu'Oscar Piastri ait une victoire et que là, ça soit complètement inatteignable comme différence. Ou l'inverse, qu'Oscar Piastri se plante et que Lando Norris a une opportunité. Quand Piastri s'est planté au premier virage, au premier tour, excuse, j'ai dit, oh mon Dieu, ça arrive. Lando Norris va saisir l'opportunité. L'année passée, il est parti quoi, 17 à quatrième? C'est tout ça Oui, les chiffres, me semble. oui, oui. Donc, là, hey, wow, quelle occasion en or. Puis là,
Je me tourne les pouces pendant que j'écoute le Grand Prix. Je suis comme, voyons, il va-tu ouvrir la machine? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'attend, tu sais, c'est que Norris a quand même fait des bonnes performances cette année. Donc, s'il venait qu'à gagner le championnat parce que justement, il renverse la vapeur à partir de maintenant, ben, peut-être que tu changerais toi aussi ton fusil d'épaule à ce moment-là. Exactement, Sauf exactement. que là, en ce moment, c'est ça. C'est le pedigree de champion qui ne lui colle pas. La complaisance que tu lui attribues est tout à fait là. Tu sais, le fameux bon gars, hein, tu sais, Mhm. qu'on parlait, puis lui il disait, ben moi, je veux remporter un championnat, je veux rester quand même le bon gars. C'est un petit peu trop, là. D'habitude, ça prend le couteau entre les dents, là, comme vous avez dit, de la hargne. Ça prend de l'agressivité un peu, là, tu sais, puis de l'agressivité, je le mets entre mes fameux guillemets là, que je fais souvent. Donc, moi, personnellement, avoir été Lando Norris, en entrevue, j'aurais dit, écoutez, j'avais une opportunité en or. J'ai pas su la saisir. Tu sais, je m'en veux parce que j'aurais vraiment dû faire ça. Entendre quelque chose que, on a fait le maximum avec ce qu'on avait. Désolé, là, mais Moi, j'ai trouvé que c'était comme rejeter à la faute son équipe. ouais, ou la Ouais, voiture, ou tu sais, c'est autre ça. chose, là, Mhm. non. Fait que j'en doute pas que c'est ça aussi. Peut-être qu'à un moment donné, ça a été la goutte là, de ton côté. Fait que, tu sais, on vous en avait parlé, on en a parlé. Ça va lui. Probablement qu'à la fin de l'année, s'il gagne pas le championnat, c'est peut-être cette fin de semaine-ci qu'on va donner comme la plus déterminante par rapport au fait qu'il l'aura pas gagné. Ben, 2024, pour moi, c'est Sao Paulo, où ce que Ben Verstappen oui, part quand 17e. Verstappen est parti, ben oui. Mais ça, Puis, tu sais, il était pas, il était mathématiquement moins, mais ça, quand même, c'était le moment pour se ouais, donner c'est une tellement, option, ouais, pour se donner une c'est chance. sûr, Le gars part 17e, tu as la Ouais. chance de tu le réussis pas. Puis je trouve que tu as raison probablement que ben, jusqu'à maintenant, le point qu'on entoure dans mon cahier à moi, c'est celui d'Azerbaïdjan. C'est sûr qu'il peut changer ça à Singapour, il peut faire encore pire. Ah Là. oui, on sait pas ce qui va se passer là. L'année dernière, il a failli l'échapper une couple de fois, puis il Oui, roulait. oui, il fallait faire un Russell, je pense qu'on C'est dit, là. ça. C'était ce fameux virage-là où ce que la barrière de sécurité, elle a comme un petit bourrelet, si on veut, là. Mhm. Puis il l'a à peine effleuré, mais ça aurait vraiment pu mal virer, là. Donc, Ouais, puis ça, c'était à 20 secondes devant tout le monde. Ça veut pas dire qu'il va avoir cet écart-là. ouais, tout à fait. La semaine prochaine. De ton côté, Kevin, tu as fait la comparaison avec David Coulthard. Si tu le veux bien, j'aimerais ça faire le jeu avec François et demander vite vite. Qu'est-ce que tu as pensé de la comparaison de Kevin en fin de semaine? Ben, sur le dernier podcast, il disait ça, lui. Il dit, moi, pour moi, Lando Norris, il me donne des ressemblances de David Coulthard dans le sens que, parce qu'on dit pas que il est pas bon, hein. C'est pas ça que je dis, là. Mhm. Moi, je dis juste, c'est un excellent pilote, Lando Norris, puis c'est pour ça. Parce que si j'y croyais pas qu'il pouvait être champion du monde, je me fâche pas après Stroll parce qu'il est pas en train de gagner un championnat. Parce que pour moi, il n'y a pas ça dans lui. Je trouve ça fâchant parce que Lando Norris, je pense que c'est un excellent pilote, puis c'est un gars qui devrait avoir ces capacités-là. Mais la comparaison qu'il Kevin a faite avec David Coulthard, je trouve qu'elle se fait bien. Elle se fait bien. Tu sais, le bon gars, le pilote Ouais, britannique, ouais. le gars qui a un talent, mais Mhm. quand c'est le temps, c'est le deuxième de classe, là. C'est vrai parce que toute la carrière de David Coulthard, tu sais, il en a gagné des grands prix, mais quand c'était le temps de briller un peu, on l'a vu avec Williams, là, il l'a déjà échappé d'un tour de chauffe. En rentrant dans les puits pendant qu'il menait un grand prix, il l'a mis dans le mur. Australie, ouais. Ouais, donc, tu sais, ouais, j'ai trouvé ça le fun comme comparaison. C'est pas faux. Puis, tu sais, il y a peut-être une fois dans sa carrière qui a vraiment été comme je pense, que c'était au début de 2000 peut-être, ou je sais plus trop quoi, là, quelle 2001, année. 2001, il était à la lutte avec Michael Ouais, Schumacher. début de 2001, merci Kevin. Fait que, tu sais, au début Plaisir. de la saison, c'était, ah non, mais c'est toujours pour compter sur toi dans ce temps-là. Fait que début 2001, tu sais, il y avait comme, il y avait pas quoi, deux victoires en deux courses au début de l'année, quelque Oui, chose comme ça. c'est ça, il a Donc, commencé du bon pied, c'est lui. c'est ça, donc voilà. Mais de toute façon, l'histoire l'a dit, David Coulthard, malheureusement, n'a jamais gagné le championnat, mais c'est un pilote qui a gagné quand même son lot de Grands Prix. Puis, ben, c'est ça, on se rappelle de lui comme ça. Puis, on l'aime, David Coulthard. Mais c'est vrai qu'on l'aime, David Coulthard. Puis des fois, je trouve justement, on l'apprécie pas à sa juste valeur parce que il y a pas le fameux astérix à côté du nom qui confirme qu'il a gagné un titre. Mais c'est ce qui arrive quand on réussit pas à capitaliser dans les bons moments. Ton côté, Kevin, Mhm. ça va un peu là-dedans, là, capitaliser sur les bons moments. S'il y a un gars qui est capable de le faire, c'est Max Verstappen. Mhm. Il nous en a habitués, il a fait plusieurs, il réécrit l'histoire à sa façon, et quand même fait son chemin. Il va quand même avoir 28 ans
le 30 septembre. Donc, ça s'en vient. Grandit vite. Déjà, on se rappelle quand il a fait Oui. ses débuts, hein, un petit peu moins de 18 ans, déjà 10 ans plus Ouais. tard. Mais tu mentionnais tantôt que veut pas, lui, commence à... Tu sais, je dis pas qu'il y croyait plus, mais parce que c'est un gars, je pense pas que c'est un gars qui baisse les bras, mais là, il commence à le sentir un peu, le cinquième titre. C'est quand même 61 points. S'il y a un gars qui est capable de le faire, ben c'est lui. Quand on retrace dans l'histoire de la F1, à l'histoire moderne, parce que le système de pointage a changé en 2010, Mhm. mais dans l'histoire moderne où ce qu'on donnait des points pour le tour le plus rapide, ça, on le donne plus, mais on donne des points pour la sprint, puis on donne 25 points pour une victoire. Donc, il reste encore des points sur le tableau à aller chercher. Il en a besoin de 69. La dernière fois, sa plus grosse remontée en carrière, c'est 2022 avec 43 points d'écart qu'il avait réussi à retourner. Il avait remporté quelque chose comme 14 des 17 dernières courses. En tout cas, une stat incroyable comme ça, là. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans le sens que dans tous les cas, normalement, on va dire 69 points, c'est très, très gros dans toute l'histoire de la Formule 1. Sauf que à cause que le nom Max Verstappen, on dirait que le 69 points est moins gros qu'il devrait l'être, là. Ouais, ben écoute, Martin, moi, il y a une statistique qui m'a vraiment marqué, OK? Je vais vous dire le nombre de tours en tête. Vous allez bien sûr comprendre qu'Oscar Piastri est en tête du nombre de tours menés. Qui est deuxième? Max Verstappen ou Lando Norris? Vu que tu m'en parles, j'aurais tendance à aller pour Hmm, Verstappen. ouais, je Exactement. seconde. Exactement. Ouais, Max c'est ça. Verstappen à 40 tours de plus que Lando Norris. Quand C'est même. incroyable quand même quand on regarde le niveau de performance de la McLaren et de voir comment Norris peut être 40 tours derrière Max Verstappen qui est en tête d'un Grand Prix. Donc ça m'étonne quand même de voir ça. Et c'est surtout aussi, Martin, j'aime beaucoup l'aspect psychologique dans le sport et cet aspect-là de voir que Oscar Piastri, je remets le comparatif de David Coulthard, mais si on remet le comparatif de McLaren, au début, on pourrait comparer Oscar Piastri à Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, c'était un gars qui était très, très cool, très pragmatique, qui disait pas un mot plus haut que l'autre, mais qui avait un talent formidable. Et de l'autre côté, on avait David Coulthard, que je compare à Lando Norris, et à la lutte, sinon, on pouvait mettre Max Verstappen avec quel autre pilote légendaire? Michael Schumacher. Michael. Michael, ouais. Et voilà. Donc, moi, c'est ce petit parallèle-là que je fais entre ces époques-là et tout. Et c'est ce que je me dis dans l'aspect psychologique, c'est que Max Verstappen et Oscar Piastri, on le sait, sont beaucoup plus forts mentalement que Lando Norris. C'était la même chose auparavant, Mika Hakkinen, Michael Schumacher par rapport à David Coulthard. Ils étaient plus forts mentalement. Donc là, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que Max Verstappen va pouvoir remonter la pente tranquillement, pas vite? Là, il a le momentum. Il a le momentum, deux victoires à la suite. On va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Singapour. Singapour, c'est un circuit qui ne pardonne pas, où l'erreur est punie sévèrement, peut-être même pire qu'à Bakou. Euh, il reste à savoir comment il va se débrouiller sur ce circuit-là. C'est un des seuls Grands Prix, Martin, qui n'a jamais remporté, Max Non. Verstappen, celui de Singapour. Donc, peut-être qu'il va mettre cette fameuse première place dans son palmarès. On verra bien. Mais de ce que je voulais dire, dans l'aspect psychologique, c'est là où on va voir, est-ce que Lando Norris commence déjà à se poser des questions? Monsieur Verstappen, là, il commence à revenir. Donc là, s'il commence à revenir, il va mettre de la pression. Il va mettre de la pression. Est-ce que je vais flancher? Et là, ça se pose des questions. Ça se pose des questions sur est-ce que j'ai les capacités pour réussir à résister pas à un, à deux adversaires? Ça, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ben moi, j'ai une question à te demander par rapport à Vas-y. ça, puis on va suivre avec les autres après. Jacques Villeneuve, dans le fond, qui a une question pour toi, Kevin. Il ne nous l'a pas Ah, écrite, là, bonjour. mais moi, je prends la question à Jacques ou Ouais. ce que Jacques a dit, puis je trouve que ça s'apporte bien. Si on le sait que Verstappen ne va pas céder, que Verstappen va devenir dangereux, que lui va mettre Mhm. la pression non seulement sur l'écurie McLaren, sur Oscar Piastri et sur Lando. Clairement, tu as identifié Lando qui serait pas probablement capable de gérer la pression non seulement de Max, mais aussi d'Oscar. C'est la même conclusion que j'en tire. Mhm. Est-ce que Ouais. McLaren doit choisir son numéro un pour être capable de Euh, Ouh. sécuriser les meubles? Dans le fond, de dire, ben ouais. là, Lando, tu sais, parce que là, on est à 30 quelques points d'écart entre les deux, entre Lando et Oscar, ou ouais, en tout cas, aux alentours de là. C'est sûr que c'est mince pour s'assire avec, avec Lando, Mhm. puis il dit, faut que tu te mettes de côté. Mais en tout cas, est-ce qu'on n'est pas loin de là d'être obligé de commencer à choisir c'est qui notre cheval de bataille chez McLaren?
pour être capable de résister aux attaques de Verstappen qui vont venir toutes seules. Parce que ne serait-ce que Lando, tu sais, si Lando gagne à Singapour, puis flanche le restant de l'année, il va quand même avoir été mangé 25 points, qui pourraient être très importants pour Oscar Piastri en fin de ligne. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai hâte de voir quand est-ce si jamais Max Non, Verstappen mais je te le commence à. demande. Je te Oui, demande, OK, OK. toi, est-ce que tu le fais là ou t'attends encore? Moi, j'attendrai un petit peu. OK, J'attendrai fait un que petit il n'y a peu. pas de panique encore, c'est ça. Il n'y a pas de panique encore. 69 points, c'est quand même, on s'entend, c'est quand même pas mal, là. Mhm. Mais j'attendrai encore un petit peu. Mais tu le gères-tu du coin de l'œil ou tu regardes pas ça? Tu, sais, comment je pourrais dire, tu analyses ça à fin de semaine, à chaque fin de semaine, parce que là, s'il descend, on fait un exemple, descend à 46, là, il se passe une catastrophe, Singapour, il est à 46, Mhm, il revient là, là. Est-ce que là, tu mhm, commences à dire, écoute, là, moi, j'ai pas le choix, faut que je prenne une décision de dire on se range d'un côté, ou jusqu'à la fin, tu vas avec la règle orange va de dire non, on va laisser les pilotes se battre pour le championnat, parce qu'on l'a quand même fait l'année dernière à mhm, l'inverse. On a décidé à un certain point qu'il fallait aller du côté de Lando. Sauf mhm. qu'on courait après Max. C'était pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Moi, j'attendrai au moins après Singapour de voir qu'est-ce qui va se produire, de voir, là, si Verstappen gagne, OK, là, on fait une réunion d'urgence et là, on se dit, là, il va falloir mettre les cartes sur la table et se dire, on met nos œufs dans le panier de tel pilote. Numéro À 81. En voir. tout cas, j'espère pas du Ça doit numéro être ça. 4 parce que ça va C'est passer ça. mal. En tout cas, de ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu penses que McLaren doit identifier un numéro 1 présentement ou 101 points, malgré que c'est Verstappen, c'est encore trop loin pour paniquer? C'est dur à dire. Il me faudrait un événement fatidique, peut-être dans les 5 derniers Grands Prix, que ce soit euh, une lutte qui se resserre encore plus en deux courses au point où il faut Mhm. absolument prendre une décision. Et là, après ça, utiliser la raison du peut-être 31 points ou peu importe comment ça évolue, de différence entre les deux coéquipiers, pour faire, ben, il reste 5 Grands Prix. Il faut assurer, comment dire, il faut encaisser nos jetons, comme au casino, et essayer d'aller avec un. Et non essayer de jouer les gentils jusqu'à la fin au risque de se faire rattraper à la Mhm. ligne, allégoriquement et littéralement, par un Max Verstappen qui lui ralentit pas et qui lui, même s'il décide de faire des excursions au Nürburgring comme ce week-end, Mhm. a quand même, tout étant dit, pas moins de focus sur sa saison que s'il ne le ferait pas. Et lui, il connaît juste une vitesse, c'est 110%. Donc, moi, je verrais pas pourquoi dans les deux prochains week-ends, on prendrait pas une décision après ça. Ça serait très intéressant de voir cependant si McLaren continue d'être un peu sur leur talon et pas capable de prendre assurance et creuser cet écart-là qui, à l'époque, était beaucoup plus grand aussi. Là. Je pense qu'on était à 80-90 points, là, même pas 5 Grands Prix, donc ou plus que ça même. Donc, ça devient irritant, je suis sûr, pour eux et c'est sûr, les deux prochains Grands Prix vont être extrêmement décisifs. Ton côté, François, est-ce que tu appuies sur le bouton panique ou tu le gardes pas loin de toi? Oh non, moi je vais dans la direction où on est loin du moment où on doit déterminer un favori. OK. En ce moment, bon, oui, Verstappen vient de gagner 2 courses, mais c'est 2 circuits où la Red Bull a bien performé avec une configuration avec moins d'appui aérodynamique. Verstappen a fait quand même la magie qu'il est capable de faire. Par contre, c'est certain que Red Bull a touché quelque chose. Yuki Tsunoda en a parlé, puis on le voit d'ailleurs avec le résultat qu'il a réussi à délivrer en fin de semaine dernière, que Red Bull a découvert quelque chose sur la voiture, fort probablement un boulon qui était mal serré, et là, ils ont de la C'était si performance. simple. C'est ça, c'est ça. Mhm. Donc, est-ce que le bouton panique, non, parce que l'avance est trop forte. Choisir un pilote en ce moment, non, parce que mathématiquement, on n'est pas trop loin. Si tu favorises un gars qui est sont à quoi, 29, excuse-moi, les points, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Euh, attends, je peux te le sortir. ouais, je l'ai OK. ici, là. C'est vraiment J'avais 4 25 mais ça points. a rebougé. C'est ça, c'est 25 Ouais, maintenant. c'est 25. Donc, écoute, c'est une course. Donc, non, mettre un favori là, ça marcherait pas. Maintenant, c'est de voir si Red Bull a vraiment cette tendance-là. Kevin a parlé de momentum. Oui, mais est-ce que maintenant, ça va se transposer sur un circuit comme Singapour et les autres qui s'en viennent? Parce que on a des circuits, là, tu as Singapour, USA, il y a Mexico, donc États-Unis, Mexico et Brésil.
probablement rendu à Vegas si jamais, mettons, je sais pas, il est arrivé une catastrophe, que Lando est, tu sais, il est plus trop là, puis que ça marche pas, puis que Verstappen rôde autour, qu'il a Mhm. réussi à faire des miracles. Peut-être là, on va favoriser un pilote, mais moi, je verrais pas ça arriver avant Las Vegas. Puis, oui, mathématiquement, c'est possible. On sait que Verstappen est capable de faire n'importe quoi, mais 69 points là, d'avance, c'est quand même beaucoup. Puis j'ai comme l'impression là, que tu sais, c'est facilement gérable, là. Mais on ne sait jamais, il peut arriver, comme vous dites, des catastrophes. Singapour, les murs sont prêts. Puis il y a d'autres circuits là, comme ça là, qui peuvent être piégeux, là. Fait que non, moi, j'ai pas la main sur le bouton panique. Puis je pense qu'on est encore loin là, de quelque chose du genre. Ce qu'on comprend, là, c'est que Verstappen, lui, est en mode gagner toutes les courses. Ouais, Dans le fond, il n'y a ouais. rien qui change pour lui. Lui, la meilleure façon qu'il peut, les meilleures chances qu'il peut mettre de son côté, c'est qu'il gagne toutes les courses jusqu'à la fin de l'année, puis Mhm, tu vas mettre la pression sur les autres. Mais je suis d'accord avec toi aussi que j'aime ce que Jacques Villeneuve apporte, parce que je pense que, moi, c'est ma façon de penser. Je pense que Ferrari s'est tiré dans le pied, justement, dans le championnat que je faisais référence 2022, lorsqu'on a laissé 46 points fondre à Max mhm, Verstappen qui revienne, puis qu'on a décidé de pas prendre de décision de dire Saints vole pas une victoire à Charles à Silverstone, on a besoin de ces points-là. On était plus en avance dans le championnat du côté de Ferrari, dans le sens que je veux dire, on était plus tôt dans le championnat. Donc on s'est peut-être dit on a tout le temps du monde, il reviendra pas, ou justement on aurait peut-être dû gérer ça. Mais je comprends ce que Jacques Villeneuve apporte, dans le sens que mhm, faut McLaren va falloir peut-être qu'il commence à y penser, surtout s'il gagne encore en fin de semaine, Verstappen, troisième victoire d'affilée, le vent va vraiment avoir tourné. Puis là, Red Bull va être venu capturer une victoire sur un circuit que même s'ils ont terminé deuxième l'année passée, qui n'est pas un circuit normalement où on devrait gagner. Puis là, il reste des endroits comme justement Brésil, on pourrait peut-être faire quelque chose de bien, on pourrait faire quelque chose de bien à Vegas aussi. Donc il reste des endroits où ce que Red Bull pourrait quand même causer des surprises. Faut quand même mhm, checker ça du point de vue, mais je suis d'accord qu'en date d'aujourd'hui, il est trop tôt. JC a fait référence au Nordschleife, au mhm. Nürburgring. Petit lien avec ça là, pour les gens qui se demandent un peu ce qui se passe. Ben, en fin de semaine, il va être de retour, encore une fois, sur ce circuit-là. Vous me dites, surtout du côté de François, je sais que tu connais bien ça, mais JC aussi, si je me trompe, là, c'est pour NLS Racing. C'est une course de 4 heures, dans le fond, qui s'en va faire là-bas. Puis il va être à bord, là, il va avoir le droit de prendre sa Ferrari 296 GT3. Donc, il va avoir le droit de faire ça. Et puis, il a passé sa licence la semaine dernière. Et là, ce que ça lui donne, c'est que l'an prochain, entre le Grand Prix au mois de mai, là, entre le Grand Prix de Miami et celui du Canada, il va avoir le droit de participer aux 24 heures du Mhm. Nürburgring. Donc ça va être à voir en 2026 plutôt. Mais il n'attendra pas jusque-là. Il va être de retour en fin de semaine là, pour participer dans la NLS Racing. Pour les gens qui veulent regarder ça, je sais que tu connais peut-être les trucs, les plateformes. Je voulais juste donner les heures parce que c'est pas évident. Nos amis de l'Europe, c'est 8h30. Ça, c'est pas pire, le matin. Mais nous, c'est 2h30 du matin pour la qualification. Le tour de formation. Donc ça, c'est le 20, je me trompe-tu, c'est le 27 septembre. Le 27 septembre. Le tour de formation, c'est 11h42 en Europe, mais 5h42 du matin. Et exactement un départ à 6h pour nous. Donc, de Mhm. ton côté, François, on regarde ça comment? On y va par YouTube ou on Oui, suit les réseaux sociaux? le NLS, là, que j'appelais là, le VLN, mais ça a changé de nom avec le Mhm. temps, là. C'est le Nürburgring Langstrecken série. Donc, oui, ça, ils ont leur propre channel YouTube. Ceux qui vont le regarder en direct, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir participer à la discussion là, avec les autres fans qui vont être là. Évidemment, ça va attirer des foules. Et Max Verstappen. Sinon, vous pouvez le regarder en différé, tout simplement parce que entre vous et moi, à moins que vous écoutiez des postes spécialisés de sport, quand vous allez vous lever Ouais, RDS n'en samedi parlera pas. matin, il n'y aura pas de divulgateur qui va vous dire bon, Max Verstappen a gagné en GT3 avec sa Ouais. Ferrari Pas 298 pour l'équipe persuadé, moi, illustrée. qu'il n'y aura pas Ben Ouais, oui, c'est donc dangereux, écoutez, ça. moi je Ouais. suis bon là-dedans de me fermer aux autres et aux Ouais. réseaux ou quoi que ce soit. Fait que, OK, je sais qu'il y a une course en fin de semaine, mais je peux pas l'écouter en direct. Les gens m'appellent, première affaire que je vais dire, hey, avant qu'on se parle, j'ai pas checké la course, parle pas de ça. Maintenant que veux-tu dire? Donc,
Oui, le canal YouTube va être juste à taper le Nürburgring, NLS ou VLN, puis vous allez le trouver et vous allez pouvoir vous mettre ça sous la dent. Là, il va être dans sa Ferrari 298 pour l'équipe Émile Frey, en compagnie de son coéquipier de Sim Racing, M. Chris Lullum, qui a eu son permis en même temps. Donc, ça va être très intéressant de les voir évoluer et Verstappen va peut-être pouvoir enfin officialiser son record du tour là, qu'il a eu non officiellement sous le nom de Franz Hermann. Là, écoute, si Verstappen qualifie haut, il va peut-être pouvoir s'envoler et justement avoir une piste complètement vide pendant quelques tours là, avant qu'il puisse rattraper quelqu'un et puis peut-être faire des records. Donc, ça risque d'être très intéressant. Encore une fois, je vais regarder ça avec grand intérêt. Ouais, ça va vraiment être le fun. De ton côté, JC, tu manqueras pas ça aussi, j'imagine? C'est sûr que je vais me garder un rappel. J'ai toujours une extrêmement belle et grande fascination pour tout ce qui est GT. Et Mhm, évidemment, mon parcours personnel en témoigne aussi. Donc, moi, de mhm. voir quelqu'un qui donne une belle vitrine à une partie du sport automobile que je trouve tout aussi intéressante que la F1, c'est vraiment cool. Surtout quand c'est un des plus gros porte-parole de son sport, point barre, qu'il fait. Et en plus, il est très bon. Donc, il est très bon à GT3. Donc, bien, bien hâte de voir ça. Ça va être très intéressant. Ton côté, Kevin? Faudrait qu'on Ouais. habite à proximité, JC. On pourrait le regarder ensemble, mais Ah, bien c'est sûr, pas ça le serait cas. le fun des Mhm. rassemblements. Comme tu me Mhm. disais, François, dans le temps, tu écoutais du DTM la nuit, Ouais, là, ouais, à ouais. RDS. Ouais. Ton De vrai, de côté, vrai. Kevin, tu jettes un petit coup d'œil là-dessus en fin de semaine, toi aussi, ou tu vas prendre les résultats par les réseaux sociaux, ou quand même, Verstappen, c'est assez pour piquer ta curiosité et aller voir ce qu'il va faire? On va peut-être jeter un petit coup d'œil à ça. On va peut-être Ouais. jeter un petit coup d'œil à ça. Surtout que toi, Ouais, t'es ouais, je debout suis pas. t'es debout de bonheur avec les enfants, là. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme à l'habitude, en fait. Donc, c'est ça. Et peut-être nettoyer un petit peu les petits casques que je viens de recevoir Ah oui, aussi. Ah! parce que là, c'est On va les mettre propres. On va les mettre Collectionneur propres. compulsif, ce le Kevin. collectionneur compulsif. Et on s'en va là, là. Je vais parler d'Hamilton dans pas long. Donc, on va pouvoir parler peut-être de C'est ton bon. Ouais, casque, là, ta nouvelle acquisition. On va ouais. parler de Liam Lawson aussi un peu plus tard. On va être capable de toucher pas mal tous les casques que tu as présentement, là, On va toutes les sortir. qui rentrent chez vous un peu partout là, ces temps-ci. Le sujet, je voulais aborder vite, vite. Je veux juste donner l'actualité aux gens. On peut en discuter un peu parce que des fois, ça peut ouvrir Mhm, la place. C'est des sujets qu'on a déjà discutés, mais quand des détails s'ajoutent, ça nous permet un peu plus de se faire une idée plus claire. C'est Christian Horner qui a Mhm. officialisé son départ de Red Bull. Il me semble que c'est juste ça qu'on entend. Officialise, officialise, officialise. Bien, c'est sûr que quand ça fait 20 ans que tu es marié avec quelqu'un, c'est long. C'est plus long un divorce que quand ça fait 2 mois. Donc, c'est un gros divorce d'il y a 20 ans, qui date de 20 ans. Donc, 100 millions de dollars qui auraient été Oula! cherchés dans ce mhm. divorce-là. Là, vous n'êtes pas obligé de m'écrire des messages. Vous dites, ah, j'ai entendu 80, j'ai entendu 87, j'ai entendu 88. Ça dépend dans la devise, vous l'avez entendu. Il y a Ouais. plein d'histoires. On arrondit à 100. Dans le monde où ce qu'on est présentement, nous, là, 87 millions ou 100 millions, c'est pas mal la même affaire dans notre tête. Mhm. C'est beaucoup d'argent. Si on était dans cette situation-là, on dirait pas ça. On dirait non, non, il y a une grosse différence. Mais dans notre monde, là, je vous assure, 87 ou 100 millions, ça se ressemble. Je vais être Donc, heureux pour les deux, moi. ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Je finirais en bas pour un ou l'autre. Mais en tout cas, avec ça pour dire, c'est ce qu'il aurait eu en compensation. Et ensuite, je trouve que qu'est-ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas combien d'argent qu'il va mettre dans ses poches, c'est combien de temps avant que quelqu'un pourrait obtenir ses services. Et donc, Mhm. on parle de printemps 2026, début été, mettez-le comme vous voulez, encore là. Ça va de soi. Fin du printemps ou début d'été, c'est pas mal la même journée. C'est le moment où ce qui pourrait arriver. Donc, il pourrait aller aider une équipe dès l'an prochain, sauf qu'il pourrait pas participer au développement avant que, même si c'est pas un gars de développement, c'est plus un leader et toutes ces choses-là. Mais quand même. Qu'est-ce que ça vous dit, vous autres, messieurs? Kevin, je me rappelle, tu le plaçais chez Cadillac, toi, au départ, quand on s'est parlé de ça. Est-ce que tu Mhm. vois Christian Horner arriver chez Cadillac en plein milieu de la première saison là-bas parce que ça va pas bien, il faut aller positionner, arranger des affaires, ou tu penses que ce sera pas nécessairement le jour 1 qui va être disponible comme AJ Newey ou ce qui va revenir Christian Horner? C'est quoi tu vois là, toi, pour lui avec le portrait plus global qu'on a maintenant? Ben écoute, j'ai mentionné Cadillac, oui. Là, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je sais que Christian Horner ne veut revenir qu'en Formule 1. Il l'a mentionné, son but, c'est de revenir strictement en Formule 1. J'ai vu sinon les pistes Haas, Alpine et tout, mais je suis pas convaincu par ces choix-là, Martin, pour être bien honnête avec toi. Non, moi non Euh, plus. et donc, moi, je me dis, est-ce que Christian Horner va vraiment revenir en Formule 1 à un moment donné? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui va être intéressée à payer une somme considérable? On s'entend, oui, c'est un monsieur qui a apporté du succès à Red Bull, ça, c'est sûr et certain. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on va vouloir payer
autant que ça pour avoir Christian Horner à bord. Moi, j'avais mentionné Cadillac, pas que je ne crois pas à Graham London et tout, mais je me suis dit, on pourrait avoir peut-être Christian Horner dans un autre rôle pour, euh, pour donner peut-être un petit peu plus de punchline, donner une meilleure directive aussi, parce que London, c'est pas un mauvais gars, bien au contraire, mais on s'entend qu'il n'y a pas il y a pas la prestance, il n'y a pas le statut là, Non. de Christian Horner. Donc, voilà. Et en plus, Christian Horner connaît très bien Sergio Perez aussi, donc il faut le mentionner. Donc, il pourrait bien se soutenir les deux dans cette aventure avec Cadillac. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai nommé Cadillac, mais je ne suis pas encore convaincu que Christian Horner va revenir. Peut-être qu'il est mieux de prendre ça beaucoup plus mollo là, pour les prochains moments, je dirais. Moi, à 87 ou 100 millions, je serais mollo sur un moyen temps, Kevin. Je peux te le C'est dire. ça. Tu m'aurais jamais vu aussi mollo. Je vais te dire, je- moi, Cadillac, dans le rôle de Dan Torres, pas de Dan Torres, de Graham Loudon. Loudon, pour moi, ça Mhm. fonctionne pas parce que il faut trouver un président, directeur général. Mhm. Christian Horner, ça prend une écurie qui a un gros trou dans sa hiérarchie, là, que ça soit Mhm. payant. Puis là, j'entends déjà des auditeurs qui doivent se dire, ah, mais Dan Torres de General Motors a dit qu'il n'a pas parlé à Christian Horner et que Cadillac n'est même pas intéressé. Je Mhm. vais vous dire quelque chose, là. Puis j'entends François réagir, puis je suis sûr qu'il Ben, va aller dans. c'est ce que j'ai entendu aussi. C'est ce que j'ai entendu aussi. Sauf que, est-ce que les journalistes ont posé la question à la bonne personne? Parce que Ouais, dans le Dan fond. Torres, s'il engage Christian Horner, il se met dehors d'une certaine façon. Parce que c'est lui qui fait le rôle de Christian Horner dans le programme Cadillac. C'est lui le président, directeur général. C'est lui le directeur de toutes les opérations. S'il s'en va voir son boss puis il dit, hey, sais-tu qu'est-ce que ça me prend, moi, pour que ça fonctionne? Oui, quoi? J'engagerais Christian Horner. Moi, si j'étais le boss de Dan Torres, je dirais, t'es là pourquoi? Pourquoi je te paye? Pourquoi tu me demandes, je t'engage, je te mets en charge de tout mon programme, puis tu me dis, ah, moi, c'est lui que ça me prend. Puis oubliez pas, Dan Torres, c'est un gars qui s'est débarrassé de Michael Andretti. Je comprends pour le bien de la cause, il fallait rentrer en F1, Mhm. fallait ça, mais je pense pas que c'est un gars qui veut un personnage comme Christian Horner. C'est pour ça, je pense que c'est le même problème partout. C'est le gars Mhm. qui doit engager ça. Souvent, c'est quelqu'un qu'on connaît même pas. Chez Haas, on le connaît, c'est Gene Haas. Mhm. C'est quelqu'un qui est vraiment haut. Chez Mercedes, on n'en parle même pas, là. C'est pas Toto Wolff qui va s'engager Christian Horner dans les jambes, là. Mais ça Oh, ça non. prendrait, c'est ça, ça prendrait, puis lui, il est actionnaire, Toto Wolff, mais ça prendrait un boss à Toto Wolff pour dire, moi, je suis clair, Toto, puis je l'emmène Christian. Tu sais, ça se passe plus haut que ça. La même chose pour Alpine. Je vois pas Flavio engager Christian Horner. C'est le gars au-dessus de Flavio qui dit, toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu retournes dans le mode. Puis moi, j'emmène Christian Horner. Ça se passe haut comme ça, là. François, est-ce que je me trompe ou c'est là que je me dis? Euh, ben, pour Cadillac, oui, ben, tu te trompes pas, là, dans le fond. Pour ce qui est de Dan Torres, c'est ça. C'est que, premièrement, il a monté l'équipe, là. Tu sais, Mhm. ils sont en train de monter une structure. Fait qu'amener Horner là-dedans ne ferait. Quel message s'enverrait aux gens? C'est déjà, on n'a même pas commencé, puis on n'a pas confiance François, en les gens qu'on a mis là. Tu sais. François, ça enverrait le même message qu'Audi a envoyé il y a quelques années. Quand on a embauché des gens, puis finalement, on a déchiré le papier en plein milieu, puis on a recommencé avec Mathieu Binotto, puis là, ça Mhm. semble bien aller. Mais il y a eu quand même eu, ça, on va l'oublier parce que ça s'est fait avant que l'écurie arrive, mais il y a eu comme un faux départ chez Audi, puis après ça, on a recommencé avec Mathieu Binotto. Je trouve que c'est le même message que tu enverrais du côté de Cadillac, sauf que là, il est pas euh, il est pas 10 heures puis la danse commence à minuit. Là, il est minuit moins une. Là. Fait que ça OK, enverrait un gros message qui attirait beaucoup l'attention si tu changes ben. ta structure avant que ça commence. Là. Ben, en ce qui concerne Cadillac, c'est tout à fait ça. Mm. Maintenant, moi, la piste alpine, je la trouve plus intéressante pour Horner parce que ce que Horner veut, c'est de l'équité dans une équipe. Donc, il veut être copropriétaire d'une équipe de F1. C'est ce qui lui manquait Euh, chez Red Bull. c'est ça. Et là, il faut que tu élimines les équipes qui ne lui permettent pas de faire ça. Une que je crois qui est, juste dire, on en a parlé des fois qui était peut-être à vendre, là, on ne sait pas, là, mais tu sais, mettons cette fameuse, on va dire, opération séduction-là. Alpine est peut-être cette équipe-là. Flavio, lui, Il a 75 euh, ans, Flavio aussi. ouais, Fait c'est que c'est ça, ça, là, tu tu sais. sais, en même temps, Ouais. là, il est sur le bord, il est plus vers la fin Mhm. que le début, et ça m'étonnerait pas, là. En fait, je pense qu'ils ont une belle entente, Flavio Briatore et Christian Horner aussi, donc peut-être que Horner va justement y aller pour Alpine, peut-être justement, là, il va avoir une nouvelle motorisation, peut-être redorer le blason de cette équipe-là, et justement avoir
un pourcentage dans une écurie. Fait que déjà, en partant, un salaire, s'il commande un salaire très haut, de donner un pourcentage, de financer ce pourcentage-là en le salaire, un peu comme Adrian Newey a des parts là, dans Aston Martin. Tu Mhm. sais, c'est attirant pour Mais quelqu'un, j'ai cette valeur-là. j'ai une Donc, question pour je toi, verrais ça de François. même. Ouais. Tu viens me voir à mon bureau, là, OK? Je suis en Mhm. charge d'Alpine. Moi, Mhm. je suis le gars qui a remplacé celui qui est parti en plein milieu après le 12e tour au Grand Prix du Canada, là. Ouais. Puis là, tu viens me dire, moi, je vais embaucher Christian Horner. Là, je te dis, chante bonne idée, François. Juste savoir, c'est lui qui va négocier avec Toto Wolff à partir de l'année prochaine pour nos moteurs. Ouais, ben ça, j'y avais songé, là, mais, Ouais. mais qu'est-ce que tu Non, veux? non, mais Je pense, ben écoute, ça va pas mettre le de l'action. choix, là. Drive to Survive va être bon en maudit. Le Netflix va même Ouais. t'aider dans ta décision, là. Écoute, Ça va être piquant. ben, on se rappelait Ouais. que quand il négociait, ben, tu sais, quand il parlait avec Cyril Abitboul, avec les moteurs Ouais. Renault, quand ça allait pas bien, là, tu sais, je veux dire, C'est ça. Ça veux va être pas, intéressant. tu sais, c'est différent. Il peut être Red Bull. Mhm. Ces gars-là se respectaient quand même, là. Faut, tu sais, Ouais. même s'ils s'aimaient pas, mais j'imagine qu'en dépit de ça, ça pourrait être de très bons amis. Tu sais. Mhm. Donc, oui, tu sais, en anglais, on dit it's business, c'est des affaires. Donc, Ouais. faut pas laisser nos sentiments ou nos ressentiments dicter parce que sinon, on va se planter. Donc, moi, je vais faire une prédiction. Je vais dire Alpine pour Christian Horner avec de l'argent. Puis déjà, en même temps, s'il faut qu'il débourse un peu pour rentrer, ben, il vient de recevoir 100 millions. Fait que, Ben, c'est peut-être un- ça. C'est, dans le fond, je vais utiliser un terme anglais, là, mais son dépôt, on va dire, parce son, que je m'en ai dit cash son down. cash down. C'est ça. Red Ah ouais, Bull, sans le savoir, on ouais, fait sa son mise de fond, dépôt. sa mise de fond. C'est Mise ça, de sans le fonds. savoir, Red Bull a fait sa mise de fonds pour son Il retour à n'a la hey, il F1. n'a déjà de collé, Ouais. puis sinon, il peut en emprunter à sa femme, hein, parce que Ben sa femme, oui. elle vaut de l'argent. Donc, Oh oui. Elle lui dira pas stop right now, Christian. Voilà. Ah, hey, j'ai j'ai ri. failli cracher ma gorgée de Gatorade. Oh mon Dieu. De ton côté, Jean-Christophe, je sais que toi, tu penses que Christian Horner reviendra en Formule 1 vêtu de vert. Oui, oui, moi je vais d'une opinion, une prédiction différente. J'ai l'impression que pour un vrai requin à la Lawrence Stroll, toujours à l'affût des meilleures options sur le marché et les meilleurs blocs Lego qui peut l'aider à construire son équipe de F1. Et le prochain bloc Lego, je crois qu'il va vouloir aller chercher, c'est un gars comme Christian Horner. C'est pas OK, puis là, je te impossible. pose la question. Parce que moi, là, je suis pas juste le boss chien sale avec François Goulet. Il faut que je sois le boss chien sale avec Jean-Christophe Ouais. aussi. Fait que là, je vais te dire, OK, JC, puis c'est toi qui vas l'annoncer à Adrian Newey que le gars, que supposément, il s'est poussé de lui, va revenir être son boss ici aussi. D'après moi, la même raison pour laquelle un gars comme Newey a été persuadé de venir est aussi les mêmes raisons qui pourraient être utilisées pour persuader d'aller ramener un gars comme Christian Horner. Mhm. La porte est ouverte. Je serais très surpris de voir de quelque chose dans un contrat là, avec Adrian Newey qui stipulerait pas de Christian Horner si on est pour l'avoir disponible, s'il vous plaît. D'après moi, Je pense ça va être il joué à dirait, l'oreille. ouais, il Ouais. dirait si on l'a besoin, on va le chercher. Il peut faire des bonnes choses. Puis en plus, Adrian Newey, il y a des parts dans la compagnie, donc Mhm. pourrait dire, c'est pas vraiment mon boss. Ou je sais pas s'il pourrait faire Ouais, ça. exact. Non, c'est techniquement, oui, je serais assis sur sur la même rangée de petits bancs en arrière du mur des puits, mais techniquement, leurs travails sont mutuellement exclusifs. Oui, ils travaillent ensemble relationnellement, mais le bon travail de un empêche pas le bon travail de l'autre et Mhm. vice-versa. Mhm. Donc, je verrais pas pourquoi un mettrait le bâton des roues d'un de l'autre pour que ce deal-là ne marcherait pas, advenant que c'est la route dans laquelle Lawrence Stroll voudrait aller. Mais d'après moi, ça serait une bonne place pour un gars comme Christian Horner. Encore une fois, toujours avec le 2026, on veut peut-être sécuriser une bonne année sur le dos du travail d'Adrian Newey avec une bonne voiture. Qui dirait pourquoi pas aller chercher un gars comme Christian Horner, peut-être finir l'année avec, on ne sait pas. Je ne verrais pas pourquoi. Je veux dire, il a l'expérience, il sait comment rouler une équipe, un projet. On en discutait, moi puis Marty tantôt. Un projet 5 ans. C'est Monsieur Projet 5 ans. Christian Horner est capable de remporter un championnat du monde dans les premières 4 années d'existence d'une équipe de F1 bâtie d'absolument presque rien. C'est très Mhm. impressionnant. Donc, je verrais pas pourquoi il peut pas amener encore cette petite touche magique qu'il y a eu à l'époque encore une fois avec Adrian Newey, un autre projet. D'après moi, ça va être une très belle option pour lui. Et je serais vraiment étonné que Lawrence Stroll ne serait pas déjà dans sa boîte vocale
où ils n'ont déjà pas eu une rencontre. Donc, Moi, je suis tout le d'accord monde vote. avec. Moi, je suis Ouais, d'accord fort avec à toi, là. propos. Moi, je suis C'est d'accord vrai. avec toi. Je faisais mon boss pas fin, là, mon boss chien sale, là, parce que pour être juste avec tout le monde. Mais moi aussi, je partage l'idée depuis le début, quand que j'avais parlé avec Kevin, ça me rappelle, j'avais mentionné Aston Martin pour ce point-là, dans le sens que le programme 5 ans, je pense que Lawrence Stroll prend des petits morceaux d'un peu de tout le monde. Puis ça, le programme 5 ans, il l'a pris, ben, je ne vais pas dire qu'il l'a volé, mais il l'aime de ce que Christian Horner a fait. Mais le problème, c'est quand il a nommé Andy Cowell comme PDG, qui n'est pas n'importe qui, Andy Cowell, mais très spécialisé dans le domaine du moteur, arrive en provenance de Mercedes. Quand il lui a donné ce titre-là de président-directeur général de son entreprise de Formule 1, Christian Horner n'était pas disponible. C'est Là, pas c'est par intérim non plus, là. non, c'est Exact. ça, mais là, Horner était pas disponible. Donc, pour lui, il nommait le meilleur président directeur général possible. Et il tassait même Mike Crack à titre de directeur d'écurie. Il Mhm. donnait tout du côté d'Andy Cowell. Mais là, présentement, ça a changé. Donc, le gars, comme tu dis, qui pourrait mettre à terme ce projet 5 ans-là, moi, pour moi, c'est l'argument qui fait que Lawrence Stroll pourrait changer sa coquille ou sa hiérarchie qu'il veut établir. La raison, là, je pense, le problème pourquoi personne peut avoir raison avec Christian Horner présentement, là, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi les relations qui sont endommagées. Je le disais, AJ Newey, Toto Wolff dans le côté de François. Du côté de Kevin, je disais Dan Torres. Est-ce qu'il veut vraiment avoir un gars gros, tu sais, qui prend autant de place? Moi, je suis persuadé que non. Ensuite, l'autre étape, ce qu'il connaît, ce qu'il s'entend bien avec Perez. Est-ce que ça a bien fini avec Perez? On ne sait pas non Mhm. plus. AJ Newey, je le mentionnais, on ne sait pas à quel point sa relation. Et puis, j'ai envie d'aller plus loin que ça aussi. Si Aston Martin a vraiment décidé de se mettre en ligne pour avoir Max Verstappen dans quelques années, ou peut-être même pas l'année, pas 2026, mais 2027, est-ce que c'est un plus d'avoir Christian Horner ou c'est un moins? Donc, tout ça, là, à cause qu'on n'a pas ces informations-là, puis c'est moi qui vous pose des questions, c'est moi qui vous mets Mhm. qui mène au cul-de-sac, là, c'est moi le responsable. Mais je veux dire, je pense que tant on le saura probablement jamais, tant qu'on n'est pas capable de faire un portrait plus clair là-dessus, c'est excessivement dur de prédire où ce qui va s'en aller. En tout cas, pour ma part, là, c'est le même C'est que je vrai. vois ça de ce côté-là. Pour continuer sur les sujets qu'on a préparés pour aujourd'hui, tantôt, Kevin mentionnait Lewis Hamilton, qui a fait la nouvelle acquisition d'un casque de Lewis 2011, hein, je pense, Kevin, celui que tu as acheté. 2010. 2010, OK, 2010, dans le 2010. temps il porte encore les casques jaunes d'Ayrton Senna, Oui. avec, c'est ça, avec le Johnny Walker sur le côté. Le Le fameux Vodafone. Le Oui, Vodafone. la Vodafone, le petit bonhomme Johnny Walker sur le côté. Donc, si oui, tu collectionnes des casques, tu en Mhm. accumules, tu en as de plus en plus une très, très belle collection pour les gens qui veulent voir ça. Là. Je suis sûr que Kevin serait bien heureux de partager ces photos-là Ah avec oui. vous. Comme il l'a fait avec nous, on aime bien ça, voir ça. Je parle d'Hamilton parce que en fin de semaine, c'est passé quelque chose d'assez particulier. Mhm. Il a décidé de ne pas redonner sa position à une consigne d'équipe. Tu sais, c'est tendance, hein, ces temps-ci, on en parle. Des fois, on est du côté de la clôture où ce qu'on dit, on n'aime pas les consignes d'équipe. Puis des fois, il y en a d'autres on dirait qu'ils sont comme établis dans le sport. Celle-là, j'ai envie de dire, Kevin, qu'elle est bien établie, dans le sens qu'on laisse passer notre coéquipier qui est sur une stratégie différente, qui est sur des gommes différentes, qui a plus de momentum, plus de vitesse, quoi Ouais. que ce soit, ou moi j'ai un Mhm. problème mécanique, lui, il en a pas. On te laisse passer, tu essayes d'aller gagner une position, et si tu la gagnes pas, ben tu me la remets, parce que dans le fond, moi, Mhm. j'ai pas montré de défense, là, je te laisse aller facilement pour pas nuire à ta quête, là, dans le fond. Fait qu'on fait ça pour le bien de l'équipe, mais normalement, on redonne la position. T'es d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est bien établi en Formule 1 depuis plusieurs saisons, c'est pas Oui. nouveau, puis c'est Mhm. pas quelque chose qui vient insurger les gens de dire, ah, consigne d'équipe, ça me tombe ses nerfs. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le fait qu'on ne remette pas la position, qu'il n'y a pas nécessairement de discussion, Ricardo Adami, c'est pas le plus réveillé depuis le début, là. Donc lui non plus voit pas ce qui se passe, pas vraiment de conversation avec Lewis pour remettre le sentiment d'urgence de remettre la position. T'as pensé quoi de tout ça? C'est avec le recul, parce que je sais que lundi, tu disais, ah ben si Charles n'est pas fâché, c'est pas si grave que ça. D'accord avec toi, on peut pas être plus fâché que le principal concerné. Mais tu penses quoi dans l'ensemble? As-tu aimé ça? Penses-tu vraiment qu'un septuple champion du monde peut oublier de remettre la position? Y a-tu vraiment voulu? C'est quoi ça va créer comme précédent, tout ça? Là? Moi, je te dirais, Martin, que comme je n'avais parlé dans le dernier épisode, euh, le moment où Lewis Hamilton aurait probablement dû relaisser la place à Charles Leclerc, c'est avant d'arriver au virage 16, avant la longue ligne droite pour se dire, là, c'est terminé, tu n'arriveras pas à rattraper Lando Norris. Laisse passer Charles, ralentis, laisse-le aller, tu n'as pas réussi. Point final. On recommence.
on remet les pendules à l'heure. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que est-ce que Hamilton, je dis ça entre les fameux guillemets de François, je voulais savoir, est-ce que Hamilton voulait faire pas un énoncé, en anglais on dit un statement, pour dire, ah ben, moi, si je veux que ça fonctionne, si je veux que ça commence à aller de mon sens, ben, c'est une petite victoire, terminée devant Leclerc. Leclerc disait, ça ne change pas grand-chose. Huitième, neuvième, huitième, c'est pas la fin du monde, on ne se bat pas pour une victoire. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'un septième champion du monde n'a pas été en mesure, avec son ingénieur, de remettre la position à Charles Leclerc. Avec tout le temps qu'il restait, qui n'a pas été capable de rattraper Lando Norris, j'ai j'ai trouvé ça un petit peu, j'ai trouvé ça, excusez l'expression, boboche. J'ai trouvé ça boboche. Mhm. Je trouve que ça manquait un peu de professionnalisme. Là, je veux dire, ton coéquipier, comme tu dis, Martin, ton coéquipier t'a laissé passer, ça n'a pas fonctionné, relève-lui la place. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est ça, c'était boboche. Ouais, ben j'ai Boboche dans le vocabulaire à Kevin. Gunther Steiner a utilisé bordel. Là, Oh c'est une oui. Oui. traduction française, là, bien sûr, mais il a dit que pour lui, ça a été le bordel. Puis il a dit avec des F-words que on devrait se réveiller chez Ferrari et qu'il n'y a pas simplement Ferrari qui dort, que Lewis dormait aussi, là, de ne pas remettre la Mm. position. De ton côté, François, je sais que tu es un bon gars, tu es un gars d'équipe. Tu aimes la course, roue contre roue. Oui. Puis j'ai même pas de misère à croire. Je t'ai jamais vu le faire, mais j'ai pas de misère à croire que côté stratégique, si un de tes coéquipiers était plus rapide, que tu le laisserais passer pour qu'il ait attaqué un adversaire, l'adversaire de votre écurie, tes MFSR. Mais admettons qu'il te la remettrait pas, cette place-là. S'il y aurait un goût amer dans la gorge de François Boulet. Ben, c'est différent un peu là, en sim racing. Là. Moi, quand je laisse passer un coéquipier, il n'y a pas de consigne qu'on va remettre les positions. Mais on sait pas, on n'a pas jasé, moi puis Kevin, de ça, mais je pensais exactement comme lui, que la meilleure place pour redonner la position aurait été, exemple, le virage 16, parce que il aurait été les deux lentement, puis il aurait pu suivre justement Charles Leclerc dans son sillage jusqu'à la fin, parce que lorsqu'il a voulu lui redonner la position, parce qu'il aurait voulu le faire, mais ça a été maladroit, euh, Isaac Il a été Hadjar suivait à quatrième. deux, Mm. c'est ça. Mm. Isaac Hadjar est à 2 secondes en arrière. Donc, lorsqu'on redonne la position, il faut pas oublier le facteur de risque qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être qui est Mm. pas trop loin. Ça me rappelait, je pense, puis là, Kevin va peut-être m'aider avec ça. Il me semble que c'était Red Bull à un moment donné. Je me demande si c'était pas Perez avec Verstappen que, mettons, Perez avait laissé Verstappen passer, puis finalement, Moi, au à la fin, il Brésil. était supposé y redonner, sauf que Mhm. là, Red Bull avait dit non, fais-le pas parce que c'est trop dangereux, mais Ah, OK. Verstappen l'avait laissé avait quand même réussi à lui redonner la position avant la ligne d'arrivée sans. Je pense que c'est ça, ou c'était peut-être Bottas avec Hamilton, mais je me rappelle que. En tout cas, Ah, parce que j'ai ce Verstappen n'est pas souvenir-là. fort pour donner des positions. Je me rappelle Ouais, pas non, d'avoir. c'est. Je me Écoute, rappelle pas d'avoir vu. je me rappelais plus c'était qui. C'est peut-être Bottas et Hamilton Mhm. aussi, maintenant que ça me revient. C'était Mais là, en Hongrie 2017, si je me souviens bien. Lewis avait passé Bottas et il n'a pas été capable de le rejoindre. Et après ça, dans le dernier virage, je le laissais c'est passer dans ça, le puis Q2. c'était près de la fin, hein. C'était vraiment, il y avait Ouais, une voiture ouais, qui suivait pas loin. Merci. Donc, c'est ça que je me exact. rappelais. Ce que ça Mais montre, c'était. là, regarde l'histoire que tu amènes, François, ça montre Ouais. que c'est pas nouveau pour Lewis Hamilton, là. C'est pas comme si, ah, ben moi, je suis pas habitué de travailler comme ça. Tu sais, ça fait pas partie de son adaptation chez Ferrari de comprendre ces stratégies-là, là. Il faisait ça chez Mercedes Je aussi. pense qu'ils ont juste cafouillé, moi. Ils l'ont pas fait Mhm. au bon endroit. Puis dans son micro, Lewis Hamilton avait l'air déçu d'avoir manqué sa shot, comme on dit, là. Tu sais, puis la ligne d'arrivée, c'est pas la ligne de départ en tant que telle, est un peu reculée. Donc, ils l'ont Ouais. probablement mal. Ils l'ont mal. Hey, écoute, il roulait à 190 km/h, tandis que Leclerc arrivait à 340. Donc, ils l'ont juste Il a mal essayé. mesuré. Mhm. Ils l'ont mal mesuré, puis tu sais, Mais ils j'en l'ont ferai pas fait, trop de cas, là. ils l'ont mal mesuré, mais ils ont joué avec le feu aussi. C'est ça Ouais, c'est l'affaire. sûr. Adjar arrivait, là. Fait que comme Kevin a dit, c'était au 16e que ça se serait passé, puis autrement, ça aurait été trop risqué, puis c'est pour ça que ça a mal viré. Ton côté, Jean-Christophe, en tant que pilote, est-ce que c'est le blâme va entièrement à Hamilton? Est-ce que t'en tiens-tu à une amertume, toi, si t'es Charles Leclerc? Comment tu vois tout ça, là? Comment ça s'est passé? Décevant, peut-être pas une amertume en soi, par exemple. Mhm. Ce serait très curieux de penser qu'Hamilton aurait fait ça de manière malicieuse là, ou mal intentionnée, de faire exprès d'attendre la dernière seconde et de faire comme si c'était pas sa faute et qu'il avait oublié. C'est pas dans le genre d'Hamilton, malgré que Leclerc, c'est probablement un des meilleurs coéquipiers qu'il y a eu depuis très longtemps, à part peut-être George Russell. Donc peut-être qu'il utilise des petites tactiques, mais moi je pense que c'est juste qu'il était
il était un petit peu endormi au volant, là, excusez le mauvais jeu de mots, mais d'après moi, il a attendu un petit peu trop tard et il voulait pas manquer son coup contre Adjar, je crois qu'il s'en allait aussi très vite. Donc, c'est juste ça. Je me doute déjà de votre réponse, les gars, là, de qu'est-ce que vous m'auriez dit, là. Mais j'en parlais avec Kevin dans l'épisode de lundi. Si en début de saison, dans les prédictions farfelues, j'avais dit que Carlos Sainz monterait sur le podium avec une Williams avant Lewis Hamilton chez Ferrari, qui aurait dit ça se peut? Ben, pas moi. T'as dormi au soleil? T'as dormi au soleil, Ouais. Martin? Ça. Non. Non, non, moi, j'aurais Empoisonnement jamais. alimentaire. Non, jamais de la vie, Ouais. j'aurais dit ça au début de saison. Non, c'est fou, Surtout hein? avec l'aspect Ferrari qu'on avait l'année dernière, qu'ils étaient, tu sais, on les attendait vraiment plus haut. Ben, tu sais, on les attendait plus performants qu'ils sont cette année. Oui. Donc, Ben, ils ont quand même terminé, je me trompe toujours, le chiffre, à un moment donné, je vais l'apprendre par cœur, 12 points du championnat. Quand ils ont mhm. perdu le championnat constructeur par 12 points, fait que tu Ouais. t'attends pas à le perdre par 300 quelques. Puis là, même Mercedes, qui fait pas grand-chose d'impressionnant dans les dernières semaines, mais vient quand même bon à malin de dépasser Ferrari au championnat constructeur. Ça montre à quel point que Ferrari fait pas grand-chose, là. On va reprendre la phrase de Gunter, ça dort. Je regardais aussi pour conclure là, dans les sujets d'aujourd'hui, je voulais attirer votre attention un peu sur le marché des pilotes parce que c'est un peu au ralenti, il se passe rien du côté de Mercedes. On va les délaisser un peu, on va les laisser régler leurs choses entre Russell et Antonelli. On nous dit que c'est fait, mais de l'autre côté, on n'a pas d'annonce puis on n'a pas de signature sur des contrats. Donc ça se fera quand ça se fera. Mais du côté d'Alpine, Flavio Briatore a mentionné que ses choix là, pour l'an prochain. Moi, j'ai été un peu estomaqué par les candidats qui ont été nommés. Il y en a nommé que deux. Ça veut dire comme un peu que Jack Doohan, tout d'un coup, qui attendait sur le côté, a comme été éliminé. J'ai envie de vous faire ça d'une façon assez simple. On va y aller par élimination. Si je vous fais le choix entre deux duos, admettons, ou entre deux pilotes. Est-ce que vous êtes dans le clan Doohan ou Colapinto avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant depuis le début de la saison? Donc, depuis qu'on a remplacé Doohan, est-ce que ça s'est vraiment amélioré? Je commence avec toi, Kevin. Si tu as à trancher, il reste que deux pilotes sur la Terre pour ton écurie. Tu prends Jack Doohan ou Franco Colapinto. Écoute, Martin, je te dirais personnellement que, tu sais, Colapinto n'a pas montré énormément de progrès, tranquillement un petit peu, mais Douane, c'était pas si mal en qualification, Douane. Par rapport à Gasly, c'était pas si mal. En course, par contre, c'était un autre paire de manches. Donc, et les deux se mettaient dans le mur aussi, hein. Donc, ça n'a pas aidé. Mais si j'ai un choix, j'irais très petit peu pour ton cher Franco Colapinto. Juste un petit peu. Juste un petit peu. C'est sûr qu'on est juste dans ce qu'on dit. Franco a eu plus d'opportunités de se prouver, mais aussi eu Ouais, plus d'opportunités de la mettre dans le mur. C'est aussi. pas mal ce qu'il a fait. De ton côté, François, si on y va comme ça, si on regarde Franco Colapinto ou Jack Doohan, parce que Jack Doohan, quand il ferme son DRS, ça va bien, là. Ouais, oh mon Dieu. Pour ceux qui s'en rappellent pas, Suzuka 2025. Mais écoute, je vais y aller aussi avec Colapinto. Euh, peut-être les gens vont nous trouver fous hein, avec ce qui se passe avec lui, mais oui, il semble montrer un peu d'amélioration. Puis on a vu du bon de Colapinto l'année dernière. On sait qu'il est capable quand même de faire de quoi de bien avec une voiture. L'échantillon d'Owen est quand même pas très grand, donc j'aurais plus tendance à croire en la magie Colapinto qui pourrait arriver. En même temps, tu sais, je pense à tous les volets, pas juste le pilotage. C'est un pilote qui a du charme, il est argentin, il a un peuple derrière lui. Il amène des commandites. Mhm. Donc, ça va peut-être l'aider justement, là, parce que si tu pour avoir la même performance de deux personnes, mais qu'il y en a un qui t'amène 15 millions en commandite, là, c'est un chiffre que je n'ai pas, là, je dis ça à titre d'exemple puis que l'autre t'en amène pas tant que ça, ben, ça va être facile de trancher pour une écurie de Formule 1, le choix. Mais je vais y aller avec Colapinto parce que en même temps, je voudrais pas t'enlever l'occasion de pouvoir prononcer son nom à toutes les semaines. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu y vas du côté de Doohan et tu m'enlèves l'opportunité de prononcer Franco Colapinto? Coca-Cola Pinto, comme j'aime l'appeler. Hein? Sinon, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment aucun vrai parti pris pour aucun des deux. Oh, pour moi, t'es le seul. Je pense pas qu'il y a grand monde, à part moi. Ouais, Ça veut dire- c'est pas les ouais. pilotes qui t'excitent le plus, Non, hein, Non, non. exact, JC? c'est mon point. Non, vous avez raison. Je sais pas.
j'ai rien qui me vient naturellement, Fais mis pile ou à part que face. je connais très bien, probablement le meilleur ami à Jack Doohan. Il parle souvent de lui, comment ça va, toutes ses affaires, mais c'est un gars avec qui je fais du simulateur souvent. Mais lui, à part de mini parti pris que j'ai pour Doohan, parce que j'ai fait quelques fois du sim avec, je sais pas pourquoi je mettrais un au-dessus de l'autre. D'après moi, en bout de ligne, peut-être Doohan aurait une progression intéressante de saison, avoir eu la chance d'avoir fait la saison. On regarde peut-être un gars comme Gabriel Bortoleto, on oublie vite que sa saison a commencé quand même un petit peu en dents de scie, sa saison recule comme Ouais. Doohan, sauf que lui il a eu la chance de la faire au complet cette saison et a commencé en récolter des fruits de ses efforts, avoir des bons résultats et commencer à être confortable avec l'auto. Ce que Dewey n'a pas eu la chance de faire. Et si on le remettrait dans la voiture tout de suite, c'est sûr une confiance et une fierté légèrement abîmée. Mais tout de même, il pourrait bâtir sur les 7 grands ou 7 ou 8 grands prix qu'il a fait euh, en échange d'un gars comme euh, mettons Colapinto qui lui il en a peut-être un peu plus à son actif, mais il n'a pas vraiment fait rien de plus avec le Mhm. peu de plus de Grand Prix qu'il a fait. Ben moi, je vais un peu dans le même sens que toi, là. Tombez pas en bas de votre chaise, je vais contre Franco Colapinto. Mais j'ai impression que j'ai tout vu de Franco Colapinto. J'espère que non. J'espère, comme François dit, que ça peut prendre un tournant puis à un moment donné, les cases rentrent aux bonnes places. Jack Doohan, par exemple, à part un tête à queue à Suzuka qui était le fait marquant de sa carrière, j'espère que ça ne sera pas le seul. J'ai l'impression que peut-être que j'ai pas tout vu. Je suis peut-être naïf. Peut-être que dans le fond, au bout de la ligne, je vais me rendre compte que j'ai la même affaire entre les mains, puis c'est des pilotes qui sont très similaires. Sauf que on l'a coupé ça très, très vite, l'expérience Jack Doohan. Même il y a un moment, en début de saison, j'étais fâché contre ça, justement à Suzuka, où on lui avait même enlevé la première séance d'essai libre. T'es en début de saison, t'es en début de carrière, t'as ton troisième Grand Prix, puis déjà là, on t'enlève une séance d'essai libre, tu fais du rattrapage en EL2, t'oublies de fermer ton DRS, puis on connaît la suite. Euh, Mhm. en tout cas, mais je suis pas en train de placer là, un par-dessus l'autre, puis je gagerai pas pour un, puis je dirais pas, ben si vous avez des cartes à collectionner, vendez toutes vos Colapinto, puis gardez vos Douin, parce que c'est ça qui va prendre de la valeur. Je dirais pas là, là. C'est juste que j'ai l'impression que l'échantillon que Colapinto m'a donné, j'ai plus une idée claire de c'est qui. Douin, ben je peux encore espérer puis vivre dans le rêve. Euh, de l'autre côté, lui, peut-être qu'il vit dans le rêve, mais Flavio Briatore, c'est candidat pour l'an prochain. Il n'y a pas de Mhm. Douin que dans le fond, je vous ai peut-être fait perdre votre temps à parler de Dwayne, mais lui, il n'est pas là pantoute. Mhm. Lui, c'est Colapinto ou Paul Aaron. Il veut prendre Paul Aaron puis lui donner une chance. Encore là, c'est des pilotes qui sont similaires en expérience, à part qu'Aaron n'a pas d'expérience en Formule 1, ne serait-ce que des essais chez Stack Sauber, notamment cette année. Après ça, c'est des gars similaires dans l'âge, 22 ans pour Colapinto, 22 ans pour Doohan, puis 21 ans pour Paul Aaron. C'est qui le meilleur coéquipier pour Pierre Gasly l'année prochaine? C'est Colapinto ou tu recommences à zéro avec Aaron? Très rapidement, Kevin, je commence avec toi. Est-ce que tu continues avec Colapinto tant qu'à ça ou tu tentes de recommencer à zéro avec un gars comme Aaron? Est-ce qu'Aaron en vaut le coup? Pour l'avoir suivi en Formule 2, j'essaierais peut-être Paul Aaron, qui a montré une belle pointe de vitesse. Moi c'est mon avis personnel, je l'essaierais, Paul Aaron. T'as rien à perdre. Toi, de ton côté, François, Mhm. t'essayes Aaron ou tu continues avec Colapinto? J'essaierai Aaron aussi. J'ai comme, tu sais, tu sais, bon, on parlait Colapinto Douane, mais là, c'était juste là le choix. Tandis que Mhm. Aaron, ben, comme tu dis, on a peut-être tout vu de Colapinto, ou presque tout, comme Flavio l'a dit. Fait qu'Aaron pourra amener un petit peu de sang neuf, puis un peu de fraîcheur. Donc, peut-être un peu de motivation. Fait que oui, Paul Aaron, allons-y avec lui. Ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu prends un vol pour la Lestonie et tu t'en vas chercher les services de Paul Aaron? Non, je ne verrai pas pourquoi. C'est Les deux parce que tu veux réponses à pas, ta question. c'est parce que tu veux pas aller en Estonie ou c'est parce que tu veux rien savoir de Paul Aaron? Les deux réponses. Les Les deux deux, réponses les sont deux oui. réponses vont ensemble. Exactement. C'est tout inclusif. J'ai rien contre Paul Aaron. Mhm. Très bon pilote. A prouvé sa valeur en F2. A mené une bonne partie du championnat aussi le 2 ans, l'année passée, je me souviens plus. Euh, quelqu'un, je crois, qui serait intéressant, mais dans la disposition qu'Alpine sont en ce moment, pourquoi est-ce que tu recommencerais encore les compteurs à zéro avec un gars qui n'a pas prouvé sa vitesse? Mhm. Clairement, ça ne marchait pas 2 fois. Jamais 203, je vois pas l'utilité. OK. D'après moi, le choix réside avec quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un gars comme Aaron pour une équipe qui se cherche.
Comme Alpine, ouais, Alpine se cherche. Puis Ouais. arriver, Bon, l'année prochaine, tu arrives avec l'arrivée d'un moteur Mercedes, OK? Tu Ouais. veux, moi, je pense, ma perception, c'est que tu veux deux gars d'expérience. Puis la perception de Flavio Briatore m'envoie dans le même sens parce qu'il a essayé d'avoir Carlos Sainz l'année passée. Il a essayé d'avoir Valtteri Bottas. Il a essayé d'avoir Sergio Perez. Ils ont tous refusé de se joindre à son écurie. Donc, j'ai de la misère à croire qu'il voulait pas un gars d'expérience. Pour ça que je suis un peu surpris de là, de se ranger puis de dire, ah, l'année prochaine, les deux seuls candidats que j'ai, c'est ces gars-là. Je trouve que c'est un peu défaitiste de dire, j'ai essayé d'aller oh. chercher les gros. Excuse, quoi, ce qu'il y a? Continue, je viens de passer à quelque chose, je vais te laisser C'est finir ta ça. phrase. Ben, je trouve que ça a été un peu défaitiste de ne pas aller chercher, de dire, oh, j'ai pas été capable de chercher ces gros gars-là, fait que je laisse tomber. Maintenant, je m'arrange juste vers les jeunes. Là, moi, je l'ai déjà dit depuis une couple de semaines, puis je vais préparer l'autre sujet avec ça. Racing Bulls. Ça, c'est l'autre écurie qui n'a pas sécurisé ses deux pilotes pour l'an prochain. Inquiétez-vous pas pour Isaac Hadjar, il y a un contrat, lui, l'an prochain. Il est avec Red Bull, donc Red Bull, c'est comme ça que ça fonctionne, peut décider où il l'envoie. Liam Lawson doit signer une autre entente et Yuki Tsunoda aussi. Pourquoi tu retournes Yuki Tsunoda chez Racing Bull si tu sais qu'il ne deviendra jamais un pilote Red Bull? La seule raison que tu peux le faire, c'est la même raison que je disais. Si tu veux des pilotes d'expérience pour ta nouvelle écurie, ton nouveau moteur Ford, tu veux des bons comptes rendus, tu peux redescendre Tsunoda, sinon tu dois aller ailleurs. Tu dois te ranger d'un côté Arvid Lindblad. Est-ce que vous montez Arvid Lindblad? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Il est septième présentement au classement de Formule 2. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pourquoi on ne laisse pas Arvid Lindblad faire une autre saison Ouais, en Oui, Formule 2? Pourquoi absolument. on ne le laisse tout pas à fait. dominer? On ne le laisse pas gagner? On ne le laisse pas se battre au contre-roue? Comprendre comment gérer un championnat? Pendant ce temps-là, tu as un gars, une recrue, qui s'appelle Leonardo. On en a déjà parlé avec Kevin. Leonardo For- Fornaroli. 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 Quand tu regardes ça, le gars, c'est une recrue. Il a 20 ans, donc plus mature, sauf qu'il est quand même une recrue en F2. Puis c'est lui qui a quoi, 20 points d'avance présentement? Ouais. Personne ne parle de lui. Il n'y a aucune affiliation avec aucune écurie. Il n'y a pas de. Il y a rien, là. Même Alpine, il sort pas l'Aaron du chapeau, il parle pas du gars qui est en train de dominer la F2 présentement, si on peut dire dominer, mais en train de gagner le championnat. Lui, Flavio, regarde pas ce gars-là. Ça, je comprends pas. Mais du côté de Racing Bull, je me dis, pas l'idéal. Tu vas chercher un nouveau talent. Tu vas chercher un bon gars, un gars qui est en train de gagner en Formule 2, en train de faire ses preuves. C'est un gars de 20 ans. Puis en plus, t'es pas obligé de t'es pas obligé de sacrifier Lindblad tout de suite puis de l'emmener tout de suite en Formule 1 puis d'y coller la pression Red Bull. Êtes-vous d'accord avec ce scénario-là, vous? Est-ce que pour vous, Lindblad doit rester en Formule 2 l'an prochain et on doit justement se tourner vers retourner Tsunoda ou aller à l'externe puis aller chercher un nouveau talent? Il n'y a rien de mal là, à le découvrir sur le tard, là. Oscar Piastri a été découvert sur le tard lui aussi, là. Tu penses quoi de tout ça, toi, François? Ben, je pense que pour Red Bull, il y a pas de. Ils ont pas ils ont pas à être pressés dans ce qu'ils font. Avec Lindblad. Puis, ben, Ça. avec tout. Parce OK. que, mettons, en ce moment, ils ont quatre pilotes qu'on peut qualifier de solides. Là, vous allez peut-être me dire, ah ouais, Tsunoda solide. T'en mords, là. Ouais. Tsunoda, en fait, semaine passée, a une bonne performance, semble avoir trouvé quelque chose sur l'auto qui la rend plus facile à conduire. Si Tsunoda continue à faire, exemple, des top 6 jusqu'à la fin de l'année, ça ne m'étonnerait pas que Red Bull décide de le garder, d'essayer justement la nouvelle réglementation l'année prochaine et de voir, parce que Tsunoda a quand même prouvé qu'il était capable de rouler dans les top 10, là, et de laisser Arvid Lindblad justement maturer, faire une autre saison de F2 parce qu'il peut, parce qu'il n'a pas gagné le championnat. Pas nécessairement aussi brûler à Jar trop vite. Encore une autre année dans une Racing Bull qui Ah, risque tu montes peut-être pas à d'être. Jar, toi. OK, Ouais, OK. Toi, la ouais, non, hiérarchie reste moi pareille. là, je OK, te ouais. dis statu quo, tout dépendant de ce qui va se passer avec Tsunoda d'ici la fin de l'année là, en termes de performance avec la Red Bull. Puis tu sais, ces gars-là, à moins qu'une équipe aille les chercher, puis d'ailleurs, Briatore a dit pour Alpine qu'il irait pas puiser dans le giron Red Bull, là, que ça l'intéressait pas. Alors, Marc, c'est peut-être un mensonge, peu importe, croyons-le. Il n'y a pas de presse pour Red Bull de tout de suite annoncer son lot de pilote l'année prochaine. Donc, écoute, il n'y a rien qui empêche de garder ça au beau fixe pour l'année prochaine. Puis, juste une petite parenthèse, quand tu as entendu ma réaction tantôt, là, c'est parce que je venais de découvrir quelque chose, peut-être penser à de quoi pour Alpine. C'est qu'ils vont avoir moteur Mercedes. Qui est pilote pour Alpine en endurance en ce moment et qui est allemand?
Schumacher. Je Ouais, pense que c'est donc, ça. Ouais. écoute, c'est pas impossible. Donc, Mais Il Flavio aurait travaille fort, pu. lui. Il travaille puis fort. Flavio Briatore a travaillé avec le père. Il Donc, aurait pu le mettre, Flavio, depuis longtemps. Il l'a même pas. Tu sais, il l'a même pas regardé. Puis là, il nomme Paul Aaron. écoute, Ouais. je pourrais juste lever qu'il y a certains liens à faire Oh, là-dedans. non, il y Mais a des liens. revenons, ouais, Il mais y a des revenons à liens. Red Bull. Moi, dépendamment de ce qui va se passer avec la fin de l'année, pour Tsunoda, avec, mettons, des performances qui pourraient aller en améliorant, peut-être statu quo et attendre, là, donner une autre année d'F2 à Arvid Lindblad. Donc, Lindblad reste là. Tout le monde, il y a personne qui bouge, Ah, dans je le suis fond. plate, là, il se Non, non, passe non, t'es rien pas dans le fond. plate. Non, t'es pas plate. Mais je trouve. Mais Non, c'est, je trouve euh, que c'est, je c'est- trouve que c'est pas fou. Je trouve que c'est pas fou. Mais Mhm. en même temps, je me dis, OK, tu redescends Tsunoda. Tsunoda, Ben, Tsunoda ne descendra pas. Tu sais, c'est une Non, écurie de non, c'est vrai, tu le développement, là. redescends pas. Tu Excuse-moi, c'est sais, vrai. si Ouais, c'est une erreur. Tsunoda n'est plus Red Bull l'année prochaine, ça va être Adjar qui va monter avec ce qu'il a démontré cette année. Lindblad va monter et Tsunoda, ma prédiction, c'est soit pilote de réserve pour Aston Martin qui va avoir le moteur Honda, ou soit il s'en va en IndyCar chauffer une voiture motorisée Mais Honda en Amérique sais-tu, du Nord. sais-tu, moi, c'est où ce que je t'accroche, François, dans ce que tu. Mhm, Le seul bout où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que mhm. je trouve ça tout intéressant parce que la raison pourquoi on pose la question, c'est pour ça, c'est que je pense qu'il y a plusieurs bonnes réponses à ce dossier-là de Ben dire oui, là. conserver Tsunoda, protéger Lindblad, protéger Adjar. Il y a plein de choses là-dedans, là. Mhm. Ne pas retarder le développement d'Adjar. Il y a plein de questions comme ça qui rentrent Ben en ligne de oui. compte. Mais le bout où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis ils sont pas pressés, Red Bull. Techniquement, tu as un bout de papier qui dit que Verstappen est là jusqu'en 2028, mais il y a des clauses qui disent que ça peut être sa dernière saison aussi. Fait que faut que tu commences à préparer un plan B, un semblant de plan B. Tu remplaceras pas Max Verstappen, mais faut que tu aies quelque chose quand même. Faut que tu commences à avoir l'heure juste sur Lawson. Faut que tu commences à avoir l'heure juste sur Adjar, même si l'heure juste sur Tsunoda, là, tu l'as. Est-ce qu'il faut que tu commences à voir justement tourner les cartes pour Lindblad? Est-ce qu'il faut que tu commences à renforcer ton bassin? En tout cas, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là. Mais le bout qu'ils sont pas pressés, je le sais pas. Je pense Ben, qu'ils se doivent de ne pas se dépêcher, de ne pas se précipiter dans des ouais, décisions c'est puis ça, là. scraper des jeunes talents, mais il y a quand même un sentiment d'urgence aussi à quelque part, là. Je pense qu'ils Ben, sont déchirants entre les deux, là. si Verstappen a quitté le bateau Red Bull, ben, Mhm. il n'y a personne mettons, dans l'autre pilote qui est en attente en ce moment, là, Tsunoda, Lindblad, Lawson et Adjar, qui arrive à la cheville d'un gars comme Verstappen. Il va Non, tu le falloir qu'il ait remplaceras puisé, pas, c'est va ça. falloir puiser un pilote comme Russell, Leclerc, bon, je dis Norris, Piastri, ben, Alonso, on n'en parle pas, là, tu sais, il est vers la retraite. Donc, c'est dans ce type de pilote-là qu'il va falloir aller chercher un remplacement pour Max Verstappen. Donc, du côté de Red Bull, m- m- j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais tu sais, moi, je vois pas l'empressement. Puis, mais c'est correct, hein, je veux dire, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Puis, on va peut-être avoir des surprises justement dans les semaines, mois à venir. Là, mais ça se pourrait qu'on ait l'annonce quand même assez tardivement de Mais leur côté. ouais, il parlait d'octobre. Non, mais c'est super pertinent parce que tu as le développement puis la trajectoire de trois jeunes talents ou peut-être même quatre Ben talents oui. entre les mains. Fait que les décisions, pour eux autres, tu sais, c'est comme s'échanger des cartes de hockey, là. Tu bouges les morceaux, tout ça, sauf que il y a des vies à travers ça, il y a des Mm. talents, il y a des carrières. Puis moi, je pense qu'il y a l'évolution de ton écurie Red Bull aussi parce que tu peux pas jouer à ça indéfiniment, ce jeu-là de deuxième pilote qui fonctionne pas. Ton côté, Kevin, je mentionnais tantôt Leonardo Fornaroli. De ton côté, est-ce que tu penses que c'est une solution pour une écurie en F1 dès maintenant avec ce qu'il connaît en F2? Surtout le fait qu'il n'y a pas d'attachement, là. On n'est pas obligé de le voler à quelqu'un, là. Euh, Écoute, Martin, ça pourrait être un très bon choix. Oh, tu avais mentionné les choix de Alpine, notamment avec Aaron et Colapinto, mais pourquoi pas donner la chance à un pilote comme Leonardo Fornaroli qui a gagné F3, qui va, je pense, gagner F2 cette année. C'est un pilote qui mérite sa chance, Ça remplace ton qui est Piastri que tu as perdu. Un nom italien, ben un gars oui, qui a gagné en F2, en oui. F3, ça commence à ressembler à ton Piastri que tu as Ça perdu, là. commence à y ressembler. Ça commence à y ressembler. Moi, personnellement, si tu m'aurais rajouté Fornaroli dans le lot avec Aaron et Colapinto, je dis, vas-y tout de suite avec Ben, pourquoi tu penses que Fornaroli. je ne l'ai pas mis, Kevin? Je voulais pas te faire ça facile. Je sais. Mais en tout cas, on va sortir les guillemets de François. Mais c'est ça. Fait que moi, sinon, j'essaierais Fornaroli. Et pour les choix Red Bull, je te dirais, Martin, qu'il ne faudrait pas précipiter la montée de Lindblad
trop vite en F1 parce que je trouve que le jeune homme, oui, il fait des bonnes courses, mais parfois il est brouillon. Il est Mhm. encore brouillon en F2. Il peut démontrer une belle pointe de vitesse par-ci, par-là, mais des fois, c'est compliqué et il se retrouve dans des situations qui sont pas nécessairement idéales. Donc, pour ça, si Red Bull peut jouer avec ses pilotes, ils sont capables de le faire. Mais je trouve que le monter tout de suite, admettons en 2026, ça serait peut-être un petit peu, peut-être le précipiter, on va le jeter dans la gueule du loup peut-être trop rapidement. On va faire Et un Antonelli de lui, même si on ça l'emmène se pas dans pourrait. la pression de Red Bull. Mhm. Je trouve que il y a quelques mois, peut-être que la décision de Lindblad était plus facile, mais là, quand tu vois Mhm. un gars dans la situation semblable, hein, le classement d'Antonelli, tu me dis si je Mhm. me trompe, l'année dernière, c'était ça, 7 8e à peu près au classement, peut-être plus, dans les mêmes environs que Lindblad présentement. Donc, c'est pas, oui, c'est du cas par cas, mais quand même, peut-être que ça met un peu la, tu sais, le pied sur le frein de dire, ah, on voit ce qui se passe avec Anthony présentement, c'est pas une transition si facile que ça. Peut-être qu'on ne devrait pas mettre les Blades dans la même situation présentement, là, même si on a Ça, l'écurie de développement. Là. ouais. Messieurs, c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui là, pour Mhm. les différents sujets. En terminant, là, j'ai juste envie de vous poser la question dans le fond. Moi, je le vois là, je vois Tsunoda chez Alpine. Pour moi, je trouve que c'est une belle alternative. Le duo Tsunoda-Alpine pour accueillir ton nouveau moteur Mercedes l'année prochaine. Je pense que ça a plein de bon sens. Vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, que le meilleur duo, là, avec tout ce qu'on vient de parler, ou même qu'est-ce que Kevin avançait là, de mettre Fornaroli justement aux côtés de Gasly, de prendre une chance. Il est devant pour lui, Colapinto, tous ces pilotes-là. Donc pour vous, est-ce que le meilleur duo pour Alpine l'année prochaine, c'est ce que je crois, d'aller chercher Gasly, Tsunoda, vrai ou faux, Kevin? Avec l'expérience et les connaissances, ça peut être vrai. De ton côté, François? Je vais dire vrai parce que en même temps, Gasly et Tsunoda sont de bons amis, ils se respectent, Mhm. ils ont déjà été coéquipiers, donc ça pourrait être, je crois que ce serait le meilleur duo, tout à fait. Le moins risqué, là. Parce qu'on sait, Ben oui, Flavio a dit, je n'irai pas dans la famille Red Bull, mais en tout cas, peut-être ben qu'il ouais, c'est dit ça. c'est une Mettons qu'on famille enlève amoureux. tout ce qu'on sait, là, Ah. mais oui, là, tu sais, mettons s'il change d'idée, Tsunoda de l'expérience, puis il peut être un pilote très solide de Grand Prix, là. Il l'a démontré par le passé. Ton côté, Jean-Christophe, je sais que tu aimes beaucoup Doohan. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de Fornaroli, mais si je te dis la meilleure possibilité pour notre écurie, là, on travaille chez Alpine ensemble, je te dis la meilleure possibilité pour l'année prochaine, Jean-Christophe, je te dis, c'est mon duo Gasly-Tsunoda. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu essaies de me convaincre de ne pas faire ça? C'est intéressant, mais Fornaroli est aussi très intéressant. Il m'a l'air d'être à haut niveau d'un Bortoleto éventuellement, peut-être. Mhm. Mais cependant, encore une fois, pour une équipe qui en arrache et qui n'a pas besoin d'attendre de rebâtir une voiture intéressante, même s'ils vont avoir un moteur Mercedes, ils ont De besoin de pilote. savoir-faire. Ils Ouais. ont besoin de pilotes Puis qui ont en de plus, l'expérience. comme Donc, oui, c'est un je bon trouve, choix. je trouve ça le fun, le lien que j'emmène à Kevin, là, je me lance des fleurs, mais je veux dire, de remplacer Piastri aussi. Tu sais, des fois, il t'arrive un malheur dans une hiérarchie, on le voit dans des équipes sportives, tu perds un jeune talent, que tu aurais aimé ça, sécuriser, tu le perds, puis là, tu. Puis, tu sais, on dit pas que Fornaroli, c'est le prochain Piastri. C'est juste que le parcours est semblable à ça. T'as pas vraiment grand-chose dans ta réserve. Là. Quand on dit, là, tantôt François nommait Mick Schumacher dans la relève d'Alpine, là, on n'a pas grand-chose présentement. Puis on les a vus, on les a tourné les cartes avec Doohan, avec Colapinto, on est rendu avec à tourner la carte à Aaron. Peut-être d'essayer d'autres choses, de voir un peu ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir, vraiment. Comme je le disais, pas beaucoup de sujets d'actualité, vraiment de la grosse chose se sont bousculés, mais ça nous a laissé le temps des fois de peser sur le frein puis de regarder des petits dossiers sous un autre angle. Donc, Jean-Christophe Train, on te laisse retourner à tes pratiques de F4, à ta crinière au vent en Ferrari. En tout cas, j'espère que tu vas passer une excellente fin de semaine et que tu auras la chance quand même de retourner à bord de ces petits bolides-là là, lorsque la température sera plus clémente. Ton côté, François, je sais que tu retournes dans un bolide, dans tes bolides à toi, Mhm. jeudi prochain. Ouais, De Monza. mémoire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu étais disponible. Donc, Monza la semaine prochaine pour les gens qui veulent te suivre avec Team FSR. Et Kevin Fontaine, c'est possible d'acheter ton livre, La Formule 1 au circuit G9, qui est disponible dans plusieurs librairies. Si vous voulez savoir lesquelles, vous pouvez juste nous envoyer un petit message, ça va nous faire plaisir de vous donner tous les meilleurs moyens pour se procurer le livre à Kevin Fontaine, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Les boys, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et François, nous autres, on a rendez-vous vendredi de la semaine prochaine pour le Grand Prix de Singapour. Alors, ça va être excitant. Moi, j'aime ça, Singapour.
Tout à fait. Ben, on se voit dans une semaine et un. Non, une semaine floche. C'est ça, tout à fait. Ouais. Je comprends que les gens auront compris le sarcasme que j'aime Singapour, mais je trouve que tous les Grands Prix sont quand même excitants et méritent d'être écoutés, donc on va quand même regarder ça, surtout que là, on a peut-être un championnat sur la ligne, là, qui sait, on va voir ça. Fait que merci beaucoup François, merci Kevin, merci JC Bye tout le et monde. à la prochaine. À la Merci. prochaine. Ciao. C'est ce qui complète notre épisode du vendredi 26 septembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi qu'Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.